Cette semaine, l'épisode est entre autres une présentation de NordVPN. NordVPN qui est la ressource infaillible pour te protéger des fraudeurs sur Internet. Grâce à NordVPN, tes données en ligne sont cryptées. Donc même si tu es connecté sur un Wi-Fi douteux, dans un centre d'achat ou dans un Airbnb, tes données sont protégées. En plus, NordVPN te fait économiser. Tu peux profiter de rabais locaux en changeant ta position d'un autre pays. Avoue que c'est fou, ça, hein? Check. Va sur nordvpn.com/haut-parloir pour sécuriser tes données et avoir 4 mois gratuits. Fais-toi plaisir de façon sécuritaire. Tous les liens et les informations sont dans la description. Ils donnent un abonnement gratuit. Va voir ça. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, tu veux supporter www.patreon.com/Au-Parloir. Site payant où tu as accès aux épisodes 6 semaines à l'avance. Et en plus de ça, si tu les écoutes sur Patreon pendant les 6 premières semaines, il n'y a pas de pub YouTube. Wouhou! Sinon, YouTube, justement, si tu ne veux pas payer, il n'y a pas de problème avec ça. Mais écoute les pubs, c'est une façon de supporter. En même temps, si tu as aimé le podcast, laisse un petit like, un petit commentaire, partage-le sur tes réseaux. Abonne-toi à la page si tu n'es pas abonné. Ça va te prendre un petit 2 secondes. Pour moi, ça fait une bonne différence. Sinon, il y a là www.cedricbergeron.com qui est mon site internet où tu as accès à tout ce qui est justement relié au podcast, mes réseaux sociaux, ainsi que ma carrière humoristique, les dates de spectacle, les ventes de billets, etc. Aujourd'hui, on est allé un petit peu ailleurs. En même temps, restant dans des sujets qu'on a l'habitude. J'ai reçu Hugo Girard, oui, notre homme fort national qui a été déclaré un jour l'homme le plus fort du monde. Pourquoi j'ai reçu Hugo? Premièrement, parce que c'est une personne pour qui j'ai énormément de respect, une personne que j'adore. C'était la première fois qu'on se rencontrait, puis sincèrement, je suis vraiment heureux de cette rencontre-là. Il y a aussi le fait qu'avant d'être un gars qui fait de la télé et d'être un homme fort, Hugo a été policier à Gatineau. Et on a aussi parlé d'une émission sur laquelle il a travaillé pendant 3 saisons, À vos risques et périls, où il s'est promené à travers les États-Unis et l'Europe, dans des quartiers les plus chauds, les ghettos, rencontrer des gars de gangs de rue, des Crips, des Bloods, en tout cas, name it. On a parlé des cités en France où ils se sont fait attaquer. C'est un gars tellement inspirant, se relever les manches puis relever des défis. Puis c'est le genre de personne que j'aime. Des fois, on déroge un peu, puis avec des épisodes comme ça, on l'avait fait aussi avec Étienne Boulay. J'aime ça des fois recevoir des gens qui moi, me passionnent et m'inspirent et qui ont quand même un contexte qui fit avec le podcast. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode-là autant que moi, j'ai apprécié le faire. Bonne écoute au parloir. Le podcast est une présentation de Play Numbers Game. Play Numbers Game, c'est quoi? Un casino en ligne. Casino qui existe depuis 6 ans. Un des casinos en ligne les plus simples et les plus faciles à utiliser. Paye tes gains en 24 heures via virement Interac. Super simple d'utilisation. C'est le seul casino en ligne qui donne des cadeaux à tous les jours à ses utilisateurs. Oh my God! Wow! Et il y a un lien pour le podcast Au Parloir. Description YouTube, tu vas cliquer direct dessus parce que si tu t'abonnes via le lien Au Parloir, à chaque podcast qui commandite, il y a un tirage de 250 $ parmi les gens qui vont s'être abonnés via le lien du Parloir. C'est malade, là, tu sais. Et en plus, si tu vas sur le site, tu t'abonnes, tu mets un montant, ils t'en donnent directement. Je te dis, ils font des cadeaux. Il y a une chose super importante, c'est fait pour s'amuser. Le jeu doit rester un jeu. Play Numbers Game. Monsieur Hugo Girard. Hugo, premièrement, fucking merci d'être là. Je sais que tu as un horaire de premier ministre. Tu es un gars super occupé. Tu es un gars, je suis vraiment sincèrement content de t'avoir parce que, je te le disais hors caméra, tu es un gars pour qui j'ai énormément de respect pour plein d'aspects de ta carrière. Et comme je l'ai mentionné dans l'intro, dans le fond, on déroge un peu
ta clientèle. De ma clientèle habituelle, exactement. Mais c'est parce que tu as un parcours, peut-être des gens le savent, peut-être les gens ne le savent pas. Tu as commencé avant d'être connu, avant d'être l'homme le plus fort au monde. Tu as été policier. Oui. Tu as eu ta carrière d'homme fort. Et aussi, un gros sujet sur lequel je veux parler, c'est la série que tu as faite À vos risques et périls. C'est bien le nom, c'est ça? Oui, c'est bien À ça. vos risques et périls. Où là, tu t'es promené à travers le monde dans des ghettos, dans des cités vraiment trash, hardcore, où là, on va toucher plus le genre de public. Oui. Fait que c'est ça. Mais je fais comme tout le monde que je reçois. J'aime ça partir de l'enfance, savoir qu'on comprenne bien c'est qui la personne qu'on a en face de nous. Tu viens de quel secteur, grandi dans quel genre de famille? Moi, je viens d'un petit village sur la Côte-Nord. Un petit village de 600 habitants, peut-être 800 à l'époque. OK. Fait que c'était vraiment petit. Puis là-bas, tu devenais pêcheur ou tu devenais bûcheron. OK. Ça fait que d'avoir des grandes ambitions, ça faisait pas nécessairement partie du commun des jeunes de ma génération. C'était un chemin tracé. C'était comme t'es gauche ou droite. Oui, exactement. Tu allais à l'école pour apprendre la base. Puis après ça, tu te trouves une job, tu fondes une famille, puis tu passes à travers la vie, puis après ça, les enfants prennent le relève. Faut que tu sois capable de compter combien d'arbres t'as coupé une fois que tu Oui, exactement. Là, c'est ça. Tu tournes en rond pas mal. Grandi d'une famille où ce que d'avoir... on n'était pas riches. OK. Comme la plupart des familles là-bas. Un père qui travaillait sur la construction. Souvent, c'est du travail saisonnier. Fait que moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'il était toujours parti à l'extérieur pour travailler ses grands chantiers à Bay James. Par la suite, mais quand c'est revenu, puis la Bay James est passé, mais là, c'est ça. C'est du travail saisonnier. Tu fais tes timbres, t'arrêtes. Beaucoup de consommation à l'époque. Paternel? Je peux pas dire. Il prenait un coup, mais est-ce qu'il consommait, là, je peux pas savoir. Ben moi, tu sais, l'alcool, je considère ça comme une consommation. Ben ça l'est aussi, effectivement. Ça, mais tu sais, dans les villages là-bas, le monde travaille, puis l'activité sociale, c'est tu vas au bar, tu prends un coup, puis le lendemain, tu recommences. Fait que c'était comme ça à l'époque, puis c'est souvent le lot de bien des petites places, même dans des quartiers quand tu es à Montréal. T'essaies de t'évader un peu de ta réalité. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça. Puis les bars marchaient, là. Fait que ça y allait souvent. Puis moi, j'ai été élevé dans la maison qui était juste à côté du bar. Ça s'appelait le bar central. C'était le bar de la place. Puis je me souviens, je ramassais les bouteilles vides, moi, puis j'allais vendre ça. Déjà entrepreneur à cet âge-là, déjà. C'est drôle parce que c'est comme ça que j'ai payé une partie de mes premiers équipements quand j'ai commencé à m'entraîner parce que j'avais un deal avec mes parents qui était, si j'avais des bonnes notes à l'école, il acceptait de payer la moitié des coûts nécessaires pour acheter de l'équipement pour s'entraîner. Fait que j'ai travaillé à la salle de quilles, puis je plantais des quilles. Ça me donnait 3,5 piastres pour 4 heures d'ouvrage. Puis là, je ramassais les bouteilles qui traînaient, puis je vendais ça, puis c'est de même que je ramassais mon argent. À partir de quel moment c'est devenu le besoin de t'entraîner et rentrer dans ta vie? Ça a été très tôt. Tu sais, mon père, c'est un gars fort, un costaud. J'imagine, c'est ça. Oui, t'es un homme fort, mais l'homme fort, ça vient des gènes en partant. Là. Tu peux. J'ai vu des gars plus gros que toi qui sont pas capables de lever ce que toi tu lèves, là, en blanc de dire. Oui, il y a une question génétique. Mais tu sais, m'a donné un exemple. Tu sais, moi, mon père, c'est un costaud. Il était vraiment fort. C'est un gars qui faisait 450 livres au bench à une autre époque. Puis ce qui est drôle, c'est que je fais une parenthèse, je suis devenu policier, mais mon père aurait pu être policier. Fait que dans ce temps-là, ils ont donné de l'argent, le chef de police, il avait donné de l'argent pour qu'il aille suivre son cours de police. Mais il est parti à la brosse, puis il s'est ramassé en prison. Oh, wow! Tu comprends? Fait que c'est pas nécessairement le même cheminement. Puis plus tard, j'avais rencontré le monsieur en question parce que il enseignait au collège où je suis allé. Puis là, il m'a dit qu'il connaissait mon père. Puis là, il m'a raconté cette anecdote-là. Parce qu'il a dit, ton père, c'est une famille nombreuse, pas beaucoup de sous. Puis pour aider la famille, il dit, on va lui donner une job. Fait que la job était, ton père va devenir policier, puis là, il va faire partie de la bonne gang. Fait que lui, ce qu'il voulait... Il est rapatrié. Oui, puis il avait un certain statut. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est une époque où... une police, plus t'étais gros, plus puis que ça joue encore des bras. Fait que malheureusement, c'est pas ça que ça a fait. Puis ce qui est drôle, c'est que j'ai comme fait le chemin que mon père, finalement, l'opportunité qu'il a eue, il le regrettait, mais c'est moi qui l'ai repris. Toi qui l'as repris. Mais c'est pas ça que je voulais faire au début non plus. Fait que c'est juste drôle. Fait que tout ça pour te dire que je ramassais mes sous, puis avec l'argent, j'achetais des pois. C'est comme ça que ça a commencé. Quand tu dis c'est venu tôt, mais
t'as pris ça comme, tu sais, de où? Parce que tu dis un petit village à la côte. Non, tu sais, c'est plus comme aujourd'hui, là, tu trouves Instagram, tu vois des gars de gym à longueur de journée, puis des hommes forts, on peut voir ça partout, tu sais, c'est rendu des vedettes, là, tu sais. Mon père, c'était un modèle masculin qui était fort, c'était un tough, qui était gros. C'était-tu quelqu'un qui s'entraînait quand même? C'est quelqu'un qui s'entraînait. OK, déjà, OK. Fait que ça faisait partie il de... avait commencé à s'entraîner en prison. Ah ouais. Mais écoute, sans rentrer trop dans les détails, peut-être que t'en as pas tant, mais pourquoi qu'il s'était retrouvé... Écoute, l'histoire est pas claire. C'est pas quelque chose qui a vraiment... Il s'est vanté trop. Il s'est vanté trop, mais mettons qu'il avait battu un gars, peut-être un peu trop, puis ça a fait qu'il avait fait une couple d'années. Oh, OK. Ici à Montréal. Fait que ce que je sais de l'histoire, c'est qu'il est venu ici au Vieux-Pen. Puis là, ben, il aurait pu prendre vraiment un autre chemin, puis il a été libéré une semaine plus tôt. Fait que les gars qui devaient venir le chercher, ben, quand ils se sont présentés, ils étaient déjà repartis à Côte-Nord. Sinon, il n'aurait jamais retourné là-bas. Puis moi, ben, je serais jamais là. Fait que, parce que ça, c'est arrivé avant ta naissance. Oui, avant ma naissance. Okay. Fait que c'est pour ça que cette histoire-là, mon père en parlait pas tant. Quand t'as fait des... Là, écoute, je vois du coq à l'âne, moi, un peu, des fois, mais tu sais, t'as fait des... Tu t'es promené partout à travers les États-Unis pour les compétitions, tout ça. Ton père pouvait pas te suivre. Ben, il me suivait pas, puis il voyageait pas. Okay, encore une fois, s'il pouvait pas faire aux États-Unis, mettons, il n'aurait pas pu aller mais voir, même là, de voyager, tu sais, le gars est sorti de la Côte-Nord, tu t'en viens à Montréal, puis il est retourné là-bas, alors que tu avais l'opportunité. Ça, c'était typique aussi des gens des régions, à une autre époque. Peur de la grande ville. Je peux retourner, moi, chez nous. Exactement. Fait que tu restes dans ton coin. Puis souvent, les gens qui partaient de la campagne puis s'en venaient en ville, c'est parce que la famille partait puis s'en allait là-bas. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes de mon époque, de ma génération, s'ils allaient aux études postsecondaires, ben, ils revenaient puis ils finissaient où ce qu'ils avaient commencé. Ben c'est ça, tu sais, probablement que ton père, vu sa coreuse, il était connu dans ce coin-là, c'était quelqu'un. Tu comprends? Je veux dire, tu sais, le monde de ta côtelette, t'arrives ici, t'es rien, t'es personne. Mais en même temps, à l'intérieur, ce que j'ai compris, il était devenu quelqu'un. Oui, j'en doute pas. Ben là, c'est ça. Puis là, ben, peu importe, il a fait des choix, puis finalement, il a fait un bon choix, du moins à ce moment-là. Puis ce qui m'a amené à répondre à ta question, à 12 ans, j'ai vu une compétition d'hommes forts à la télé. OK. Le défi Mark 10. Puis quand j'ai vu ça à la télé, ça a fait comme, OK, c'est ça, être un homme fort. Ensuite, ça me rappelait des personnages des bandes dessinées que je lisais. Le bon contre le méchant. Puis là, tu avais des gens qui ressemblaient physiquement, des physiques super impressionnants, puis une force surhumaine. Puis là, ben, c'est ça que j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Fait que je suis allé voir ma mère, puis j'ai dit, mais c'est ça, on va devenir plus tard l'homme le plus fort du monde. T'as aucune idée dans quoi tu t'embarques, mais pour moi, c'était le véhicule qui allait me permettre de sortir de ce qui m'attendait. Toi, déjà jeune, en plus de savoir ce que tu veux faire, qui j'imagine, à 12 ans, on fait ben oui, tu vas être, oh, ben oui, travaille fort, tu sais, je veux dire, il était dans quoi même, personne croit qu'un jour, tu vas devenir là. Ma mère est partie à rire, puis là, tu t'entraînes, puis ce qui est drôle, c'est qu'avec les années, tu arrêtes d'en parler parce qu'à un moment donné, tu te fais regarder comme un bizarre. Ben, c'est quoi, c'est un homme fort? Un peu comme tu dis, ben oui. Fait que là, à un moment donné, ben, au lieu de t'expliquer, ben, tu arrêtes d'en parler, mais j'ai toujours continué à travailler vers ce défi-là. Là, tu le démontres par tes preuves. Maintenant, t'en parles plus, mais le monde y voit, il se passe quelque chose. Il est rendu gros en tabarnak. Oui, mais ça prend du temps avec ça arrive. Parce qu'à un moment donné, tu as toutes les occasions de douter, puis de te poser la question, ça va-tu marcher? Puis je te dirais, quand je me posais cette question-là, je savais ce qui m'attendait si ça marchait pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça, tu voulais pas y aller. Exactement. Fait que pour moi, ben, ça devenait un leitmotiv qui faisait en sorte que j'arrêtais jamais parce qu'il va se passer quelque chose. Tu sais, je suis devenu policier un peu par opportunité. Okay. Parce que j'ai compris que de lever des pierres, ça paye pas les comptes à la fin du mois. Puis, chez moi, c'est très fort le côté justice. Aider les gens qui sont faibles, ceux qui sont dans la misère. Fait qu'il y avait ce côté-là qui m'attirait beaucoup, mais ce qui m'attirait vraiment, c'était l'entraînement. Puis je ne sais pas pourquoi, mais je savais que l'entraînement, ça allait devenir ce qui allait me définir, puis ça allait devenir aussi ce qui allait me permettre de possiblement accéder à d'autres choses. Tu sais, on m'identifie beaucoup au domaine de l'entraînement, avec raison. Mais je pense que l'après-carrière d'homme fort est peut-être aussi impressionnant ou plus impressionnant
que ma carrière d'homme fort en soins. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis il y a peut-être pas de gens qui vont réaliser ça parce que tu fais comme. Tu as été connu comme homme fort, mais tu aurais pu disparaître après. C'est toi qui as. Mais écoute, le mindset que tu as pour devenir l'homme le plus fort du monde, tu peux pas. Ce mindset-là de bûcher, la tête baissée, puis de foncer, puis d'atteindre ton but, tu perds pas ça. Là. Quand tu as ça en dedans de toi, c'est ça. Puis c'est pour ça que tu es en avant de moi aujourd'hui. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu avais fait policier, homme fort, puis ta vie de retourner policier, puis faire ta vie, puis tu serais pas en avant de moi aujourd'hui, tu sais, parce que personne ne te connaîtrait. On se rappellerait, ah ouais, ça me dit de quoi? Ça, c'était pas un gars qui était fort dans les années 90, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait c'est qui Hugo Girard. Là. Mais en même temps, ça n'aurait pas été mauvais non plus que je retourne faire de la police puis que ça finisse dans l'anonymat, parce qu'à quelque part, j'ai pas fait ça pour être populaire. J'ai fait ça pour ne pas être ce qui m'attendait. Je voulais pas être un pêcheur, je voulais pas être un bûcheron. C'est pas ça que je voulais faire. Fait que de devenir un athlète m'a permis de bâtir une force de caractère, comme tu mentionnais, puis une confiance que je me suis découvert comme, OK, je suis pas juste fort, finalement. Non, c'est ça. T'as d'autres choses à apporter. Exactement. Puis après ça, ben, OK, je me découvre d'autres. Tu sais, c'est souvent ce qui t'empêche de te réaliser, c'est le manque de confiance parce que tu as peur d'échouer. Mais tu sais, quand que, dès le départ, on s'attend pas à ce que tu fasses quelque chose. On s'attend pratiquement que tu vas être un échec. Qu'est-ce que tu as à perdre? Fait que le pire qui va arriver, c'est que je vais devenir ce qu'on s'attendait de moi. Puis le mieux qui va arriver, ben. Moi, être mieux que ce qu'on attendait. Je vais être mieux que ce qu'on s'attendait. Fait que je peux juste gagner là-dedans. Là. 100%. Puis, t'as un esti de bon mindset à avoir, sérieusement, là, dans tous les aspects de la vie. Dans tout. Tu sais, si t'essayes pas, il se passera rien. Fait que t'as connais, là. Tu peux prédire ce qui s'en vient parce que c'est ça. Mais si j'essaye, par contre, il peut se passer des choses. Puis là, ben, c'est là que je te dirais, tu sais, avec du recul, je me dis que je viens de cette place-là. Quand j'étais jeune, je voulais juste m'en aller. Parce que je voyais pas la plus-value que ça m'amenait. Puis maintenant, ben, je suis fermement convaincu que ce qui m'a amené à pouvoir faire ce que j'ai fait, c'est que je venais de là. Mais je suis curieux un peu, de ce que tu nous as dit de ton père à date, mais toutes ces choses-là se sont passées avant ta naissance, mais une fois que tu es là, je sais pas, as-tu des frères et sœurs? J'ai une sœur. Une sœur. Est-ce que la relation avec ton père, toi, si tu restais quand même un gars un peu je veux dire, si assez jeune, tu es capable de battre quelqu'un pour faire une couple d'années de prison, c'est un mindset qui est resté quand même un bonhomme de sa génération, c'est conflictuel comme relation ou quand même... Pas que, ben, tu sais, mon père, t'astines pas avec, mon père faisait peur, là. Fait que, c'était pas conflictuel. Je te dirais, mon père, je pense qu'à la base, comme beaucoup de gens qui font des erreurs, c'est pas une mauvaise personne, c'était pas une mauvaise personne. Ben, je suis le premier à le dire ici dans ce podcast-là. Exactement. À chaque invité, là, un geste ne te définit pas pour le restant de tes jours. C'est exactement ça. Mais malheureusement, un geste que tu fais te définit pas, mais tu suis pour le restant de tes 100%. jours. Fait que moi, je me ramassais à être le fils de. Fait que c'était pas toujours cool. Puis, ce que je comprends maintenant avec du recul, ce que je comprenais pas à l'époque, c'est pourquoi que moi, on me percevait comme ça à cause de lui. Mais quand tu sais pas ce qu'il y avait avant puis ce qui est arrivé, ben toi, tu comprends pas, t'es un enfant. Et ça m'a suivi longtemps. Puis, je te dirais qu'en même temps, tu parles de relations, mais tu peux pas... dans ton coffre à outils, quand tu n'as pas les outils, c'est dur de travailler comme il faut. Ben, c'est un peu ça, mon père. C'est que la relation que j'avais avec lui, c'est qu'il aurait fallu que je sois un homme avant d'être un enfant. OK. Fait que les attentes étaient démesurées. Fait que là, ben, quelque part, t'es comme un peu... il y a toujours de la déception. Puis ce qui est drôle, c'est que tout ça a changé plus tard avec mon cheminement. Puis c'est direct là je m'en allais. C'est la question que je m'allais te poser, tu sais. Puis ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que je te dirais, c'est mon père définissait un homme en fonction de sa force physique, sa force de caractère, puis d'un paquet d'autres affaires qu'on va mentionner comme étant des mâles alpha maintenant. Ouais. Mais possiblement que dans ce modèle-là, j'ai mieux réussi que ce que lui aspirait à être. Je suis devenu le plus fort. Clairement.
parce que tu définissais un homme par sa force physique puis sa présence. Puis j'ai emmené ça à un autre niveau. Puis à un moment donné, on n'a pas vraiment eu la chance d'avoir des conversations que j'aurais aimé avoir avec. Mais il m'avait fait un commentaire. Il dit, tu sais, la seule raison pourquoi que moi, j'ai pas fait ça, c'est parce que je me suis pas entraîné autant que toi, et je n'ai pas poussé ça plus loin comme toi, tu l'as fait. Fait que tu comprends? Il y a quand même une compétition, là. Oui, parce que... Toi, tu l'as fait, bravo. Moi aussi, j'aurais pu le faire si j'avais... Mais là, tu viens, le si. C'est ça. Le si. C'est important, ça. Ça fait toute une différence. Mais je le prenais pas de même. C'est dans la nature. Puis à quelque part, la pomme tombe pas loin du pommier. Fait que si mon père avait ça dans lui, il me l'a donné. Puis en même temps, mais je pense qu'en me voyant aller, ce qui a pris conscience, c'est possiblement de ce que lui aurait pu lui-même accomplir. Qu'il n'a pas fait. Je trouve ça, c'est hot parce que c'est des discussions, profondes que j'ai avec des gens qui ont traversé des trucs vraiment rough puis, rock'n'roll. Puis, tu penses-tu que ce côté-là, que ce que ton père aspirait, toi, de devenir un homme avant, ça a été aussi un motivateur pour toi? Mettre du fioul un peu. Je venais de dire, non, Chris, m'a éprouvé au bonhomme que m'a être capable d'être l'homme le plus fort au monde. C'est clair que quand tu le vis comme enfant, mais ce que tu ressens, tu ressens de la déception, tu ressens un paquet de sentiments qui sont pas plaisants. Puis là, à un moment donné, c'est un peu une façon, regarde, pas je vais te montrer, c'est que je vais lui prouver que je suis pas ça. Fait que je vais emmener ça pas juste à ce niveau-là, pas juste viser tellement haut. Fait que ça donne un peu, je te dirais, pour te résumer ça, possiblement que ça donne un peu une idée du désespoir et de la solitude que je vivais. Pour mettre ça tellement haut que je vais travailler juste pour ça. Fait que toi, tu vois ça gros de même. Alors que c'est peut-être petit de même. C'est un peu comme si je regarde la Lune, puis la Lune, là, quand on la regarde, elle est petite de même. Mais moi, là, pour m'absorber, là, je la vois grosse de même parce que c'est ça le plan. C'est ça le plan pour sortir de cette réalité-là. C'est ça le plan pour pas être à déception de ce qu'on t'attend de toi. C'est pas ça que je vais faire. Je veux dire, t'es pas dans un moment donné que, un jour, je vais avoir une femme, des enfants, tout, c'est ta vision, là, c'est une vision tunnel vers ce but-là. Là. Exactement. Puis le policier t'a dit, tu sais, pris ça comme par pas opportuniste, mais tu sais, t'as une chance que t'as eue. Qu'est-ce qui a fait que, tu sais, à un moment donné, tu t'es dit, policier, c'est une belle option, tu sais, parce que ça paye pas, comme tu disais, lever des roches, ça paye pas un loyer non plus. Non, mais je me reconnaissais beaucoup dans les valeurs qui sont nécessaires pour faire le travail de policier. Comme je te mentionnais tantôt, le côté justice, le côté de faire du bien autour de toi. Tu as une perception, généralement une perception positive de la police. Ça dépend de quel côté de la clôture on se trouve, puis dans quelles circonstances. Parce que les choses changent. Tu sais, j'ai du monde avec qui j'ai dû intervenir, puis que par la suite... leur vie a pris un autre chemin, puis que c'est devenu des gens avec qui des extrêmement bons contacts. Citoyen, ben tu sais, puis je veux dire, moi, il y a des gens qui m'ont dit ici, la chose qui m'a sauvé la vie, c'est un policier, c'est la prison m'a sauvé la vie, tu sais. Je pense qu'il m'aidait à faire le travail, c'est que j'avais pas de jugement. Tu sais, je viens d'un milieu où bravo pour ça. La violence, la consommation, puis, tu sais, il y a un paquet de choses. Dans notre coin, de l'inceste, il y a eu beaucoup de cas dans des villages voisins. Fait que, tu sais, la vie n'était pas facile. Puis ça, c'était le commun de peu partout au Québec. Fait que je suis pas en train de me plaindre, c'est comme ça. Puis ce que ça m'a donné, c'est cette ouverture d'esprit-là, parce que tu l'as vécu à différents niveaux, plus proche dans certains cas, plus loin dans d'autres, mais tu es conscient de cette réalité-là. Donc, je n'étais pas perdu là-dedans, puis je n'étais pas naïf. Puis que je voyais qu'à quelque part, ça me donnait l'opportunité de pouvoir faire à ma manière une certaine différence. Puis le côté discipline m'attirait beaucoup. À cause de l'entraînement, mais en même temps... Je veux dire, pour faire ce que tu as accompli, c'est une discipline de feu. Là. Fait que je me reconnaissais beaucoup dans ça. Fait que c'était un choix d'être policier, parce qu'au début, je voulais être professeur d'éducation physique. Qui aurait été un choix logique aussi. Oui, c'était très contingenté, il n'y avait pas de job. Puis là, à quelque part, les cours, moi, j'étais bon en algèbre, en physique, en maths. Puis là, c'est sciences humaines avec mathématiques. Ça m'a... Finalement, j'ai dit, je suis allé en police parce que je voulais pas faire des études postcollégiales à l'université. J'avais pas les moyens. Fait que là, j'ai choisi cette voie-là. C'est ça qui t'a fait quitter ton coin?
Oui, des études. Les études, c'est là que c'était un peu ta porte de sortie aussi. Oui, parce que je suis venu au cégep, j'étais allé au cégep à Québec. Puis là, ben, j'aurais pu aller à Bécomo, j'aurais pu rester sur la Côte-Nord, mais moi, je voulais sortir de la Côte-Nord. Ben, Puis c'est j'étais allé ça. en ville, puis ça a été un autre aventure. Puis là, mais quand je suis rentré dans technique policière, moi, je travaillais dans un club comme portier. Je m'en allais dire, j'imagine que ta job d'étudiant, c'était dormant, clairement. Tu sais, c'est un peu comme un poisson dans l'eau là-dedans. Fait que ça a toujours été, je te dirais, relativement facile de faire la part des choses, de pouvoir travailler, comprendre c'est quoi tes limites, fait que, de bâtir un certain jugement. Puis je pense que ces années-là m'ont aidé à devenir un meilleur policier aussi. Ben, gérer des altercations, tu as déjà une habitude de gestion de personnes en état d'ébriété, personnes qui... Tu fais un paquet de choses qui s'apparentent sans avoir le pouvoir C'est ça. et la protection qui vient avec. T'as-tu vécu moi, l'essayer le gros ou... Pas tant, Pas tant. parce qu'à un moment donné, tu deviens tellement gros que... Qu'est-ce que tu peux faire? Puis ça devient aussi, il y a une question d'attitude. Tu sais, comme je dis tout le temps, la vraie force, c'est pas la grosseur de la pierre que tu lèves. T'as pas besoin de le montrer. Quand t'es fort, t'as pas besoin de le montrer. Les gens savent. Comprends-tu? Puis cette force-là, c'est pas une force physique, c'est une force mentale. C'est ça qui définit aussi, tu sais, parce que là, c'est à la mode, le mâle alpha. Le mâle alpha, pas besoin de dire que c'est un mâle alpha. Tu le sais que c'est un mâle alpha. Il va rentrer d'une pièce, tu vas le sentir. Mm-hmm. Tu n'auras pas besoin de le mentionner. Si tu as besoin de le dire, c'est déjà en partant, c'est que tu ne l'es pas. J'adore cette phrase-là. Fait que c'est un peu ça. Fait que moi, j'ai réussi à développer, je te dirais, mon jugement, d'avoir une bonne lecture des gens. Tu sais, ça demande un peu de psychologie, puis tu comprends la game parce que tu es à une plainte de ne pas pouvoir travailler. Tu sais, si tu as un dossier criminel, tu peux pas rentrer dans la police. Non, c'est ça. Puis c'était déjà ton plan, là. C'était déjà mon plan. Fait que là, moi, j'étudiais pour ça, puis c'était la façon la plus facile de gagner des sous et de permettre de me payer mes études. Mais ça venait avec son lot. Donc, souvent, ben, au niveau des coordonnateurs en TP, tes portiers, c'est pas le top. Tu comprends? On aurait aimé mieux que tu sois gardien de sécurité. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est moins cool. Tu travailles dans un club. Crissement moins payant. Pour Moins déjà avoir payant. été gardien de sécurité, je confirme que Moins le fun. Puis là, ben, t'es dans la musique, le monde a du fun, les femmes. il y a des tout belles le- madames, c'est ça. Mais ça devient, si tu l'utilises comme il faut, une belle école de vie qui m'a été extrêmement utile dans mon travail de policier. Et tout ça, plus mon travail de policier, m'a été extrêmement utile pour faire ce qui est arrivé plus tard quand je me suis promené dans un quartier dangereux. Fait que j'ai compris rapidement, étant jeune, que dans la vie, tu as besoin d'un coffre à outils. Puis tu sais quoi? Dans ton coffre à outils, tu n'auras jamais de tour. Tu fais juste rajouter des tiroirs, puis mets ça dedans. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis de pouvoir me réinventer à la fin de chacune de mes carrières, parce qu'au final, j'en ai fait plusieurs. Alors que la plupart du temps, ben, t'en as une, puis tu prends ta retraite, puis c'est fini. Ouais, non, c'est exactement, 100%. Puis, tu sais, c'est drôle parce que c'est pas la première fois que tu mentionnes le coffre à outils, puis c'est tellement une chose que j'ai parlé souvent avec des intervenants, puis avec des gens qui viennent ici en disant, tu sais, j'ai des gens qui ont fait 10 thérapies, puis tu sais, c'est la 11e qui a fonctionné, mais les 10 avant, c'est pas qu'ils n'ont pas fonctionné. Tu t'es fait quand même mettre des outils, les 10 avant, tu sais. C'est juste que ils n'ont pas eu le temps de remplir ton coffre, tu as décidé que c'était autre chose, tu sais. Mais tout ce que tu accumules dans ta vie, puis même le négatif, c'est des outils. Tu sais, le négatif, parce que là, tu parles de négatif. Le négatif, on peut peut-être l'appeler un échec. On peut l'appeler un setback. Tu sais, il y a plusieurs mots pour définir le négatif. Puis parfois, pour être capable de sortir le meilleur, il faut que tu passes par là. C'est juste que des fois, il y en a qui ont la tête plus dure que d'autres. Et des fois, ben, on est peut-être un peu trop dur, trop orgueilleux pour voir la première fois ou la deuxième fois, la troisième fois, que finalement, il n'y en a pas de passe-droit. Le chemin, c'est celui-là, puis tu pourras pas passer à côté. Ouais, te le confirme, je suis humoriste, puis se péter la gueule sur scène, il faut que tu te pètes la gueule sur scène pour apprendre à faire ce métier-là, tu sais. Fait que c'est sûr que si t'es quelqu'un qui va baisser les bras tout de suite, tu sais, c'est... Ben, ça va être long. La ride va être longue. Mais tu sais, un échec, moi, je dis, un échec, faut le prendre comme une réussite, tu sais, parce que ça va faire partie de la réussite de plus tard, parce que, tu sais, des échecs, t'apprends de tes échecs, t'apprends de tes erreurs, tu sais. Tu sais, je te définirais ça comme ça. Un champion, là, il perd jamais.
Parce que même dans l'échec, il va gagner quelque chose. Un perdant, il gagne jamais. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est toujours ce qu'il perd, ce qu'il n'a pas eu, mettre la faute sur les autres. Ça, c'est une attitude de perdant. Une attitude de gagnant, c'est « OK, je me suis planté, je dois faire mieux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais m'adapter. » Il va sortir de là grandi. Puis parfois, il faut que tu te casses la gueule pour apprendre et devenir la personne que tu peux être. C'est comme si tu as fini 5e la dernière fois, puis cette fois-là, tu as fini 3e, tu te vois encore perdant. Tu sais, le perdant va se voir perdant, tandis que le champion va voir « Hey, j'étais 5e, je suis rendu 3e. » Tu sais, tu peux être 3e. Puis moi, là, j'ai fini 3e. J'ai tout donné. Je pourrais pas avoir fait mieux. Le gars qui m'a battu, ou les 2 gars qui m'ont battu, sont juste meilleurs que moi. Tu sais, dans la vie, tu es en compétition contre toi-même. Tu n'es pas en compétition contre les autres. Donc, il faut que tu t'évalues en ayant une certaine perception de la réalité, où, à un moment donné, c'est pas tout le monde qui peut être chirurgien. C'est pas tout le monde qui peut être docteur. Mais ça ne veut pas dire que les talents que tu as qui ne te permettent pas d'être un chirurgien ou être un docteur ne fait pas de toi quelqu'un à part entière, avec un certain rôle à jouer, avec une certaine importance. Puis que finalement, ben, ce que tu fais, tu le fais bien, puis c'est nécessaire. S'il n'y avait pas personne pour ramasser les vidanges, ben, on vivrait dans un dépotoir. Puis on aurait besoin de plus de médecins. c'est... Tu deviens policier. Gatineau, si je ne me trompe pas, ouais. Qu'est-ce qui t'amène à Gatineau? Ils m'ont engagé. OK, c'est juste ça. Ouais, j'ai fait... j'avais appliqué, si je ne me trompe pas, dans 70 corps de police. Ah, c'est bon. Fait qu'il y en a plus que ça, mais j'avais envoyé des lettres partout. Puis là, t'en reçois. Puis moi, c'était une époque où il n'y avait pas de job. Ben c'est ça, parce que je me semble qu'aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui... je connais du monde qui ont fait technique policière, puis ils étaient engagés. Ils ont le job avant. C'est ça, il est rentré à Nicolette, il y avait déjà un job, là. Ben moi, dans mon temps, c'était pas ça. OK. Fait que moi, à l'époque, j'étais allé vivre 1 an en Californie. Entre le cégep et l'école de police. Puis pourquoi j'étais pas... Pour l'entraînement ou... Ben, pour l'entraînement, mais vu que quand tu sortais du cégep, ben là, tu étais sur une liste d'attente. Pour rentrer à Nicolette. Pour rentrer à Nicolette. OK. Fait que, pour donner une idée, il y avait 3000 personnes sur la liste. 3000? Fait que là, il allait en fonction de tes notes. Fait que moi, c'est venu quand même assez vite, mais ça a pris... ça avait pas pris 1 an, mais ce qui est arrivé quand ils m'ont appelé la première fois, j'étais en Los Angeles, j'habitais là-bas, puis là, ils m'ont dit « Hey, tu commencerais, mettons, dans 2 semaines. » Fait que là, je les ai demandé « Je peux-tu y aller dans la prochaine? » Ils ont dit « Oui. » Fait que c'est beau, je m'appellerai. Fait que je n'y ai pas été. Là, quand ils m'ont rappelé la 2e fois, fait que là, j'ai voulu faire la même affaire. Puis là, ils m'ont dit, écoute, si tu viens pas, on te met à la fin de la liste. J'ai dit, il y en a combien sur la liste? C'est là qu'ils me disent, il y en a 3000. Fait que c'est beau, je vais y aller. Tu sais, c'est pas vrai que j'ai fait 3 ans d'études pour pas avoir mon diplôme. Puis tu vivais comment en Californie? Je travaillais dans les clubs, je faisais du personal training, je travaillais comme garde du corps. Là-bas, tu fais... La beauté de là-bas, c'est que ici, j'étais un bizarre à cause de mon physique. Et là-bas, à cause de mon physique, j'étais quelqu'un. Il y a plein d'opportunités. Plein d'opportunités, juste parce que j'étais différent physiquement. Y a-t-il un moment où tu as fait... Oui, beaucoup. Et Chris, j'y vas-tu à Nicolette ou je reste en Californie? Ça? Quand je suis revenu pour l'école de police, je devais retourner là-bas. J'avais encore mon char, mon appartement. Fait que puis ma job m'attendait. Là. Puis là, ben, quand j'ai eu fini, j'ai terminé le 3 juillet 2015. Je devais retourner en Californie. 2015? Ouais. Excuse, 95. Ouais, c'est ça. J'étais comme... Excuse-moi. Sauf qu'en 2015, t'étais même plus homme fort. parce que je suis fatigué. Pas trop. Fait que c'est ça. 1995. Okay. 3 juillet, puis là, je devais me retourner là-bas. Puis là, je me suis dit, si je retourne là-bas, je travaillerai jamais dans la police. Mais c'est pas ça qui me dérangeait le plus. Ce qui me dérangeait le plus, c'est que je deviendrai jamais l'homme le plus fort du monde parce que c'est pas des compétitions d'hommes forts que je vais faire. Parce que là-bas, je voulais rentrer dans la force, c'est pour ça que j'avais été là-bas. Mais il n'y en avait pas. Là-bas, c'est le bodybuilding, that's it. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus connu puis c'est hyper populaire. Mais à l'époque, c'est parce que je voyais des gars dans les revues qui compétitionnaient sur le circuit mondial qui allaient au Gold à Venise. Fait que si je vais là-bas, on va peut-être les rencontrer, puis c'est peut-être de ma manière de rentrer là-dedans. Puis quand je suis arrivé là-bas, ben c'était pas ça pantoute, c'est vraiment le bodybuilding. Mais tu sais, en Californie, là, il fait beau, c'est le fun. Puis là, ben, t'es jeune, puis il y a plein d'opportunités.
Si tu vois ça comme un peu le rêve américain, là, ben, tu te dis, OK, ça existe. Puis le fait que là-bas, t'arrives, puis parce que je suis différent, ça m'ouvre des portes, ça fait changement d'être ici. T'aurais peut-être fini dans le cinéma, tu sais. Ben, j'avais commencé à en faire. Là-bas? Ouais, là-bas, à cause de ça. Tu sais, un gars comme moi, ben, quand il en appelait un, il en avait besoin d'un, ben, t'étais peut-être 7-8 à aller auditionner. Alors qu'un beau bonhomme, ils sont peut-être 200-300. Fait que ça m'a créé des opportunités. Puis finalement, ben, je me suis dit, si je m'en vais là-bas, mon rêve au niveau d'homme fort, ben, il se fera pas. Puis j'ai dit, je vais donner un shot, je vais rester ici. Puis de travailler comme policier, ça me permettait de manger comme je devais, d'avoir assez d'argent pour bien vivre, supporter mes ambitions de carrière comme athlète. Puis là, ben, tes suppléments, c'est pas un problème. La bouffe, c'est pas un problème. Puis là, ça en est une discipline. C'est fou parce que, tu sais, en général, on va dire autrement, tu sais, hey, je resterai pas au Québec, si je vais aller percer aux États-Unis. Tu sais, souvent, mettons, on va y aller dans le domaine artistique, tu sais, souvent, le monde va faire comme, t'es au Québec, il y a rien, c'est tout petit, tu sais. Toi, c'est le contraire. Tu dis, non, moi, si je veux réaliser mon rêve, il va falloir que ça parte d'ici. C'est parce que je suis resté 2 pieds sur terre. Tu sais, de partir d'ici puis dire, je m'en vais aller là-bas puis je vais réaliser mon rêve, j'avais la chance, après avoir passé un an là-bas, de savoir c'était quoi qui se passait là-bas. Et là, ce que j'avais compris, c'est que ça allait pas être le chemin pour me rendre où ce que je voulais aller. T'aurais pu avoir une belle vie, mais t'aurais pas eu ton rêve. J'aurais pas eu mon rêve. Puis, tu sais, ça a été la même chose en 2008. En 2008, je participais au spectacle du 400e de la Ville de Québec. Je personnifiais Louis Cyr dans le spectacle. OK. Le metteur en scène, je crois, c'était le metteur en scène, mais en tout cas, le boss du spectacle, lui, était chasseur de tête pour le Cirque du Soleil en 2002. Puis en 2002, il était venu me voir compétitionner dans 2-3 compétitions. Finalement, il était venu me rencontrer chez moi pour m'expliquer que lui était chasseur de tête. Puis là, il voulait m'offrir de participer à un spectacle qu'il aurait construit autour de la force avec le Cirque du Soleil. Ça a été hot, ça s'est pas fait, ça. Ça s'est pas fait parce que j'ai choisi de pas le faire. Là, ils m'ont fait un offre officiel. Fait que je serais parti en tournée, je signais une entente de 2 ans. Fait que là, il y avait un moment de formation. Il emmenait ma femme, il emmenait mes chiens, c'était pas un problème. La seule question que j'ai pas posée, c'est comment ça paye. Puis sais-tu pourquoi je l'ai pas posée? Parce que tu voulais pas le savoir. Parce que je voulais pas le savoir, je voulais pas que ça influence mon choix. Parce que je suis venu champion du monde quelques mois plus tard. Fait que je serais jamais devenu champion du monde si j'étais parti là-bas. Est-ce que j'aurais eu une belle vie? Est-ce que ça aurait été une belle expérience? 100%. Puis quand il est venu me chercher en 2008, ce qu'il me dit, il dit, quand tu as refusé l'offre, il dit, j'étais content. Parce que ton rêve, tu l'as réalisé quelques mois plus tard, puis il dit, quand tu as passé à la télé, puis je l'ai vu, il dit, tu m'as rendu heureux parce que tu avais réalisé ton rêve. Puis il dit, c'était ça ta destinée. Fait que quand il a eu la chance de venir me rechercher, ben, j'ai vécu l'expérience. Fait que finalement, ma carrière d'homme fort m'a permis de faire le tour du monde. Ça m'a fait vivre plein d'expériences. Il y a plein de choses que j'ai passées à côté, que j'ai goûté. Mais au final, ben, j'ai fait ce que je voulais faire. C'est tellement inspirant. Puis il y avait des raisons pour lesquelles je voulais te recevoir, puis tu es en train de m'en donner une troisième. J'ai tellement de gens qui m'écrivent à propos d'invités que je reçois, que ça marque, que ça inspire. Puis j'espère, puis il y en a des jeunes qui écoutent, puis ce speech-là, j'espère, moi, je le trouve inspirant à 43, fait que j'espère qu'il y en a qui, tu as un but, tu peux te fixer, puis peu importe, des fois, justement, des opportunités de facilité. Parce que c'est souvent ça, moi, les gens que je reçois beaucoup, c'est des gens qui ont essayé des fois de passer par la facilité, tu sais. Puis t'aurais pu avoir de la facilité. Les options, t'es toutes. Tu sais, comme tu dis, t'es en Californie, t'es là, bodyguard, tu sais, tu serais peut-être, je sais pas à quel point physiquement t'es hypothéqué aujourd'hui parce qu'une carrière d'homme fort, ça doit rentrer dans un corps, là, on va se le dire, c'est comme un joueur de football, là, tu sais, tu dois être quand même hypothéqué un peu. Mais tu sais, si t'avais juste entraîné pour garder un bon gabarit, puis tourner dans des films, puis être bodyguard, t'aurais très bien pu gagner ta vie, puis triper aussi, tu sais. Oui, puis... Mais t'avais un but, tu sais, fait que t'as pas choisi la facilité, parce que devenir homme fort, c'est crissement pas une affaire facile, là. Non, vraiment pas, là, tu sais. Policier, tu deviens policier à Gatineau, ça se passe comment? Sais-tu ce à quoi tu t'attends? Non, vraiment pas. OK. J'avais aucune idée de ta réponse, mais je suis content de ta réponse, par exemple.
Vraiment pas. Tu sais, moi, à l'époque, quand je suis rentré dans la police, la première année, quand tu es en double, tu touches pas au volant, tu es assis à côté. Tu choisis même pas le poste de musique que tu écoutes. T'es le bleu, là, t'es le petit Ah nouveau. oui, Fait oui, que, oui. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que le premier chiffre que je suis rentré dans la police, t'avais quel âge quand t'es devenu policier? 24 ans. 24, OK. Ouais. Puis, je rentre au poste, mon premier matin, le gars que je rencontre, un super de bon gars, c'est devenu un ami plus tard, il est décédé maintenant. Il me regarde, puis il me dit c'est lui, ça, le gorille. Fait que c'était la réputation. Il y avait il y avait la réputation, il y en a un qui s'en vient. Asti, il est gros. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que les 6 premiers mois, j'ai travaillé en jeans parce qu'il n'y avait pas pantalon qui me faisait. Puis là, la chemise, il y en avait un gros qui était gros, puis vraiment gros. Fait que ma chemise est beaucoup trop grande au niveau de la taille, mais mes premiers mois dans la police, mais c'était comme ça, parce que j'ai fait mon cours à l'Institut de police habillé en civil. Parce qu'il n'y avait pas d'uniforme qui me faisait. Même un pare-balles, ça ne devait pas te faire. Non plus. Fait que tu comprends que partout où j'ai passé, t'étais un peu un étrange. Puis je pense qu'une de mes forces a été de ramener ça où ce que tout d'un coup, ça devenait un atout plutôt qu'un désavantage. Fait que je te dirais que j'ai toujours la facilité de pouvoir bien m'intégrer, puis mon intégration a super bien été. Oui, j'ai été reçu comme ça, mais t'es habitué, j'aime ça taquiner, fait que je suis capable de m'adapter. Puis j'ai été en mesure de faire ma place, puis ça a super bien été. Puis honnêtement, j'ai adoré la région de l'Outaouais. J'ai adoré travailler comme policier. Je trouve que c'est un très beau métier. Le bout que j'aimais moins, c'est l'aspect politique qui entoure la job. Malheureusement, c'est comme ça. Ça fait Les quotas de tickets, des affaires de même? oui, ou, puis tu sais, c'est les politiciens, c'est nos dirigeants qui dirigent la police. Mhm. Donc, des fois, mais il y a des décisions qui se prennent que tu n'es pas nécessairement d'accord, mais c'est ça ta job, c'est de faire ce qu'on te demande. Puis c'est le même dans tous les jobs. C'est juste que des fois, tu fais des affaires que, tu sais, le pouvoir d'un policier est quand même grand, là. Tu peux enlever la liberté à quelqu'un. Mais quand même, dans les années 90, mi-90, 2000, je veux dire, Outaouais, Gatineau, Vieux-Hall, il y a quand même des coins où c'est rough quand même. Là, C'est rough, mais moi, j'arrivais de Québec où j'ai travaillé dans un bar. Puis là, à cette époque-là, il y avait la guerre des motards. Ça fait que c'était une dynamique que à Québec, c'est pas Montréal, mais on s'entend, ça brassait pas mal aussi. Fait que moi, j'avais beaucoup entendu parler de Gatineau. Puis c'est ce qu'on m'avait dit que c'était rough. Mais au final, j'ai pas trouvé ça si rough que ça. Donc. Avec tout ce que tu voyais à Québec, exactement. dans le monde des bars, j'avoue. Fait que là, j'ai comme fait. Il n'y a rien là, c'est pas ça que je m'attendais, puis c'était vraiment pas si pire. Fait que pour moi, ça me dérangeait pas tant, là. As-tu des interventions marquantes comme policier que tu dis, je pourrais jamais oublier, pas un ticket de vitesse, mais tu sais, une affaire, tu fais, que tu as eu peur pour ta vie ou tu sais, de la réaction que la personne aurait pu avoir ou ta réaction à toi, tu sais, y a-tu des trucs marquants? Il est arrivé des affaires, mais moi, j'étais un peu bien fait là-dedans, c'est que ça me dérange pas tant. Ça t'affecte pas. Ça m'affecte pas. Tu sais, à un moment donné, il y en a une en particulier, je n'ai déjà parlé dans un autre podcast. Il y avait une altercation dans un bar. Puis là, il est comme à la fermeture des bars, 3h30, 4h moins quart. On a reçu l'appel, on se dirige là-bas. Entre-temps, on entend ces ondes qu'il y a une personne qui vient de manquer se faire frapper. C'est à 148. Puis que là, il y avait un flat qui roulait avec, qui roulait super vite. Là, je fais pas le lien. Nous autres, on s'en va au bar, on arrive là-bas. Presque tout le monde est parti. Là, il reste quelques personnes. Fait que tout ça, on l'a comme manqué. Là, il nous explique que quelqu'un s'est fait frapper, mais il n'y a personne. Fait que pour te faire un compte-rendu, l'altercation se passe à l'intérieur du bar. Il y en a un qui se sauve, l'autre part après. Celui qui se sauve saute dans son camion. Lui qui court après, il sort. Quand il sort, l'autre passe avec son camion dessus, puis il reste pogné en dessous du char. Puis là, lui, il se sauve, puis il se dirige vers chez eux. Fait que le fameux gars qui a manqué de se faire frapper, lui, avait fait un flat sur le bord de la route. Il est en train de le changer. Le camion passe à côté de lui, puis il pensait que le véhicule qui avait manqué le frapper avait un flat parce qu'il entendait flacoter. Et ça, c'était le corps qui ballottait. Il est mort, là. Oui, il est mort. Fait qu'il a fait 27 kilomètres avec un gars accrochant. Avec un gars accroché. Fait que nous autres, on part de là, il y a une trace à terre, on la suit. On pense que c'est un pneu qui frotte. Tu comprends que c'est pas le pneu qui frotte. On suit la trace, on se ramasse à un endroit, on tourne dans l'intersection.
Dans le tournant, il y a quelque chose à terre, je m'en vais voir, c'est le monsieur. Dans un état C'était un lamentable. gars de 260 livres, il en restait à peu près 170 à terre. Fait qu'un peu comme une meule de fromage. Ouais. Fait que là, là, c'est la recherche de tout ça. Puis là, tu reconstruis l'histoire, parce que là, on comprend. Mais tu dis, tu es capable de mettre cette image-là, Chris. Je m'en souviens même plus. Ah non? Non. Ah, c'est fou. Moi, j'ai fait du, tu sais, même pas, mais j'ai fait du remorquage, moi, d'urgence d'autoroute, puis je n'ai vu des affaires, là, du monde magané, d'accidents, là, puis Chris, que je me souviens de tout ce qu'il y avait de l'air. Moi, ce que je me souviens, c'est par la suite, parce que, étant donné que là, sur place, là, t'as une scène de crime, là, toute la pétante commence, puis là, ben, tu fais la cueillette de données, il y a du monde qui passe, puis là, il y a un taxi qui arrive, puis là, je parle au chauffeur de taxi, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai demandé, mais là, il me donne de l'information. L'information qu'il me donne, j'en déduis, qu'est-ce que c'est notre gars? Fait qu'il me dit qu'il a ramassé quelqu'un à tel endroit, qu'il y avait un camion qui était tout taché, mais il savait pas que c'était du sang, parce que c'est un camion qui était brun. Fait que, peu importe. Fait que moi, j'ai comme reconstruit ça. J'appelle mes supérieurs et je pense qu'on sait, on envoie quelqu'un là-bas parce que le chauffeur de taxi, finalement, c'est le bon gars. On réussit à retracer où ce qui est. Puis à cause de ça, ben, ils m'ont permis de faire l'arrestation. C'est devenu un peu le bonbon. OK. Puis quand je l'ai fait, le monsieur dormait avec sa blonde, puis il dormait comme un bébé, là. Pas conscient de ce qui s'était passé? Là, Ou... possiblement que là, il était chaud quand c'était Oh, arrivé. oui, Il non, était clairement. dégrisé. Et quand il est dans le camion, puis que tu l'arrêtes, là, il commence à comprendre ce qui se passe. Fait que là, il pleurait comme un bébé. Fait que quand on parle, tu sais, il arrive un événement, que ça change une vie, je pense pas que le monsieur, il est allé veiller ce soir-là en pensant que ça allait arriver. Je pense pas non plus que son intention, c'était ça. Mais des fois, ça se passe vite, puis malheureusement, ça arrive. Fait que quand tu me parles d'une intervention que j'ai faite qui m'a marqué, ça, c'en est une. C'est clair. Puis c'est quoi qui est le plus drôle, c'est que le lendemain, parce que là, tu fais de l'overtime, travailler de nuit, finis le matin. Les rapports, j'imagine que... Puis là, ma blonde, ben, je pense que c'était en soirée. Puis là, elle me raconte ça, il est arrivé telle affaire, puis la pétante, c'est partout aux nouvelles. Elle dit, c'est moi qui ai arrêté le gars. Elle dit, hein, tu me l'as pas compté. Elle dit, je t'ai pas pensé. Elle dit, comment ça que t'as pas pensé à ça? Elle dit, tu comprends-tu? Moi, la job est faite, c'est fini. Check. Check. On Notre chiffre de continue. main. Puis c'est une bonne affaire. Parce que quand t'es policier, on t'appelle pas quand ça va bien. Tu sais, tu l'as parlé, t'es remorqueur. Fait que oui, il a intervenu sur des accidents, des suicides, des tentatives de suicide, des tentatives de meurtre. Un paquet de choses qui font en sorte que il y a des affaires qui sont marquantes, il y a des affaires qui sont pas le fun. Ou ce que je suis bien fait, c'est que je mets la switch à off, c'est fini. C'est bien d'être dans une salle à l'hôpital à attendre que le coroner vienne pour confirmer la mort. T'as pas besoin de le savoir, tu le vois, mais c'est comme ça que ça se passe. Puis t'es assis aux côtés de là pendant des heures avec un individu qui est décédé, ça me dérange pas. Même chose parce qu'en tant que policier, il faut être témoigné en cours aussi, tout ça, revivre ces histoires-là, puis toi, tu y vas avec ton rapport, tes affaires. Exactement. Puis... Fait que là-dessus, je suis correct. Mais j'imagine que pour un athlète de haut niveau, être capable de switch on, switch off, t'es capable de mettre tout de côté puis te concentrer sur ta compétition, oublier si t'as eu si t'es pogné avec ta blonde, ton enfant est malade, t'es comme clac, je suis là-dessus, c'est... Salut, Cédric Bergeron, animateur du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, un vrai fan du podcast, t'as déjà entendu les mots « Comparer ma prime ». Comparer ma prime, c'est une compagnie qui a été un des premiers à supporter le podcast, un des premiers commanditaires. Il était là dès le début. C'est un peu grâce à eux autres que j'ai pu garder ce podcast-là en vie. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que j'ai des auditeurs qui ont fait affaire avec eux puis qui m'ont donné un feedback positif. Puis pour les remercier d'avoir été là dès le début avec moi, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Comparer ma prime, dans le fond, ils se spécialisent en assurance vie, les aucun cas refusé. Fait que peu importe ton âge, que tu aies 20 ou 75 ans, que tu aies eu une maladie comme un cancer, que tu aies le diabète ou une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques, même si tu as un dossier criminel, si tu as déjà été refusé pour de l'assurance vie, comparer ma prime, aucun cas refusé. J'ai vraiment eu du feedback positif de mes auditeurs, puis c'est pour ça que je vous en parle. Allez les voir si vous en avez besoin. Comparer ma prime. Ça, oui. Le seul moment où ça j'étais pas capable, c'est quand j'allais au World Strongest Man. Le World Strongest Man, c'est un show télé. Ouais. Puis il dure une semaine et demie, 10 jours. Fait que tu fais 1 à 2 épreuves par jour. Là, je trouvais ça dur. Tu sais, normalement, dans une compétition, ça se faisait sur 1 ou 2 journées. Quand tu as fini ton épreuve, ça a mal été,
tu peux pas penser que ça a mal été parce que la prochaine s'en Ça vient. s'en vient. Là, tu te changes, tu te prépares, puis OK, là, on oublie. Moi, ce que je trouvais dur, c'était de penser à demain ce qui s'en vient, puis que là, je venais de me planter. Fait que la prochaine épreuve, faut pas qu'elle manque. Fait que là, tu te mets de la pression. Fait que ça, c'était de l'anxiété de performance. Ce que je gérais différemment. T'es pas dans le même monde. Comme policier, Non, c'est clair. professionnel. Parce que c'est pas toi que ça affecte, tu sais. Et voilà. Pas comme si tu avais ramassé ton père en dessous d'un truck. tu sais, Exactement. Parce que toi, c'est un détachement, c'est une job, c'est ce que je fais, je suis payé pour ça. Bing bang, t'arrivais à mettre ça carré. Ce qui me dérangeait, c'est quand il y a de la souffrance humaine puis que les gens sont encore dedans. Tu sais, tu interviens puis il y a une personne qui a été victime d'agression. Là, tu comprends. Tu sais, des fois, ce qui fait le plus mal, qui dérange le plus, c'est pas des blessures physiques, c'est des blessures psychologiques. Et c'est là que ça vient te chercher, parce que là, tu peux te projeter là-dedans. Parce que ça aurait pu arriver à ma mère, ma soeur, mon frère, mon père, mon oncle, ma tante. Tu comprends? Là, tu comprends, puis le désarroi, parce que là, tu discutes avec ces gens-là, tu interviens auprès de ces gens-là, et c'est là que tu réalises les impacts de ce qu'ils viennent de vivre. Puis là, ben, dans le milieu policier, quand tu interviens, mais là, tu as la CAVAC, toi, tu vas témoigner. Tu sais, puis c'est comme si la victime est prise en charge, mais t'as pas l'impression que la victime est tant aidée que ça. Puis de l'autre côté de la clôture, c'est pas plus facile, mais quand tu pars, tu peux te réintégrer, on va te donner des formations, on veut te ramener sur le droit chemin, puis on veut te donner les outils pour que tu te reprennes. Fait que souvent, la victime, c'est un peu plus dur. Puis là, ben, malheureusement, je sais pas pourquoi, une fois qu'ils sont entrés dans le système, tu as comme tendance à vouloir revenir. Tu sais, ce qui est plate, c'est qu'une victime, c'est un peu comme si ça finit qu'il en devienne une vraiment. Là, tu sais. Malheureusement, il y a des victimes de violences conjugales, ils changeraient de chum, puis tabarouette réintervenait pour la même affaire. Puis il restait. Puis il restait, puis là, mais tu changes de chum, puis c'est la même affaire. Tu sais, là, à un moment donné, il faut que tu apprennes. Puis tu veux l'aider, mais tu peux pas. Tu peux pas. Mais ça, quand tu le vis toi-même dans différentes manières, c'est un peu ça la nature humaine. On a comme tendance à avoir des lacunes, puis on a des difficultés à échanger. Des patterns, ouais. Oui, des patterns, puis on refait la même chose pour avoir le même résultat, puis on a la tête dure en tabarouette, là. Tu sais, les signes, on les a. Et ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse sur soi. Puis des fois, ben, on a besoin d'aide, des bonnes personnes pour y arriver. Fait que ça, c'était le côté, ce qui venait me chercher, parce que j'avais tendance à plus m'identifier quand ça arrivait ça, parce que la personne t'avouait vivre, là, tu le vois, puis tu vois qu'ils sont complètement perdus là-dedans. Puis là, tu comprends les impacts que ça amène. Sur eux autres. Sur eux autres. Comment tu arrives à jumeler, parce que, tu sais, policier, là, c'est un minimum de 40 heures semaine, mais tu es un athlète professionnel. Comment tu arrives à jumeler les deux? Faire les compétitions, tu sais, j'imagine qu'aussi à un moment donné, tu deviens aussi un phénomène. On commence à entendre parler de Hugo Girard parce que tu deviens quelqu'un dans cet univers-là. Le Québec, c'est tout petit. Au Québec, on a ça. On est fiers de nos Québécois. Fait que, tu sais, on te voit dans des shows télé, de plus en plus des entrevues. Fait qu'est-ce qui te laisse un laxisme pour t'entraîner plus? Ou, J'ai été chanceux parce que les gens là-bas m'ont adopté. Puis la ville m'a adopté. Puis tu sais, des fois, je patrouillais. Puis là, mes confrères me disaient, pourquoi tu vas pas voir la ville pour qu'ils te donnent un coup de main? Tout le monde va avoir un coup de main. C'est là que je reviens quand j'étais jeune, de ne pas choisir le chemin facile. Le chemin facile aurait été d'aller voir pour lui demander qu'il te donne un break puis qu'il t'aide. Mais tu sais, quand tu viens d'un milieu où ce que d'avoir de l'aide n'a pas tant, ben, tu as plus tendance à faire tes affaires tout seul. Puis ma vision de ça, c'était il va tellement devenir gros puis fort qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. 16 autres vont venir me voir. Et c'est ce qui est arrivé. Le rayonnement a fait en sorte que j'ai commencé à faire parler de moi. Puis éventuellement, j'ai reçu un appel du chef de cabinet du maire de la ville qui m'a envoyé un message via le terminal qui me demandait de l'appeler. Fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire. Fait que je me suis rendu dans une station-service, puis je suis allé téléphoner. Puis là, ben, il voulait me rencontrer pour lui demander pourquoi. Ben, ils disaient, on voudrait savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans ta carrière d'athlète. Et là, ben, ce qu'ils ont commencé par faire, ils me donnaient l'équivalent de 6 mois de congé par année. Payé? Payé.
pour pouvoir compétitionner. Ben, c'est puis parfait. m'entraîner. C'est comme si, dans le fond, la ville te commanditait, dans le fond. Ben, c'est super. Tu pensais le break que ça me donnait? Là? C'est fou. Ouais. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis par la suite, j'ai été libéré sans ça pour me concentrer sur ma carrière d'athlète. Mais j'avais encore accès à ma job. Mon fonds de pension s'accumulait. Fait que ça a été... j'ai été chanceux. Tu sais, on parle ici, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Qu'on n'a pas tendance à faire. Avoir été aux États-Unis, j'aurais eu mon plein salaire. Là, tu sais, c'est un autre monde. Mais les commanditaires seraient sûrement rentrés plus rapidement aussi aux États-Unis, j'imagine. Oui, mais t'es pas là, t'es ici. Non, c'est ça. Puis en même temps, c'est toi qui as choisi parce que t'étais là-bas, mais Ouais. puis le chemin, d'après moi, t'as pris les bonnes décisions parce que la preuve, c'est que t'es devenu... En quelle année? 2002. En 2002? Ouais, 2002. T'es vraiment... Là, c'était au World Strongest Man. Le World Strongest Man, là, lui, je ne l'ai pas gagné. Ma meilleure position, c'était 4e. Le World Strongest Man, c'était un autre concept. Moi, j'ai remporté le Super Series World Championship, qui était l'accumulation de points accumulés dans l'année à travers les compétitions d'hommes forts. Fait qu'à mes yeux, fallait que tu sois bon tout le temps et pas juste bon, cette compétition-là. Parce que cette compétition-là, t'es blessé, t'es pas l'homme le plus fort du monde parce que j'avais une blessure, j'avais une lacune. Tandis que si t'étais bon toute l'année, oui, puis tu sais, un peu comme la Formule 1, finalement. Exactement, c'est la même chose. Fait qu'il avait créé ça, justement, pour donner une alternative. Parce que le World Strongest Man est contrôlé par la télé. Okay. Et non contrôlé par une fédération d'hommes forts. Mais la fédération d'hommes forts est impliquée. Ce qui était bizarre, c'est que tu retrouves les mêmes gars dans les deux. Tu comprends que si tu vas au World Strongest Man puis on choisit des épreuves, puis que ces épreuves-là sont pas des épreuves qui sont bonnes pour toi, tu as une chance, c'est celle-là. Alors que l'autre m'a emmené sur l'ensemble des compétitions. Fait que j'ai terminé 2e en 2001, puis je l'ai remporté en 2002. Ça fait que par la fédération de mon sport, qui était la même gang qui organisait pour l'autre, mais là, j'étais le champion du monde. Fait que c'est un peu comme la boxe. T'as la WBC, t'as la WBA. Fait que c'est ça. C'est quoi le feeling du petit gars de 12 ans qui se dit « Je vais devenir champion du monde » en 2002? T'avais quel âge? T'es en trentaine? 2002, j'ai 32 ans. Fait que 20 ans. À 20 ans, t'as réussi à... C'est quoi le feeling? Parce que quand t'as fini 2e, ça devait être un bon feeling. Oui, c'était un bon feeling. Mais quand t'as fini 1er, t'as atteint ce que tu dis, tu peux le dire. Je suis l'homme le plus fort du monde. Ça. Honnêtement, je vais peut-être te décevoir avec ma réponse. J'imagine, parce que je m'attendais à quelque chose de correct. Sur le coup, tu penses qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il se passe pas. Puis il se passe rien. Puis là, je retourne à la chambre d'hôtel. Puis je suis étendu sur le lit. Puis là, ma blonde, elle me dit « Hugo, t'as pas l'air content. » Elle dit « T'es champion du monde. » Elle dit « C'est ça que tu voulais. » Puis là, Marie dit « Tu sais, j'aurais pu faire mieux. » Fait que ce que j'ai réalisé, c'est que le but, c'est pas de gagner. Le but, c'est d'exploiter ton plein potentiel. De te dépasser tout le temps. De te dépasser. Exactement. Puis ça a été comme une révélation. Fait qu'après ça, les choses prennent une autre forme. Parce que tu réalises que c'est pas de battre les autres. C'est moi, qu'est-ce que je peux faire, où. C'est de prendre conscience de tes capacités. Puis ça a comme été un réveil, puis c'est là que j'ai commencé à comprendre que finalement, c'est pas ma carrière d'homme fort qui va me définir. Ma carrière d'homme fort a été le tremplin pour me permettre de découvrir qui j'étais vraiment, puis c'est quoi le potentiel que j'avais. T'as-tu continué de compétitionner après ça? Oui, j'ai eu une meilleure année en 2003, mais je n'ai pas gagné. Puis, je te dirais que ma meilleure forme à vie, c'était en 2006. Je m'étais déchiré le tendon d'Achille en 2005. J'ai été obligé de prendre 1 an pour revenir. Là, j'étais vraiment fort. Pas que je n'étais pas fort avant, mais là, non, mais là, tu étais au pic. Là, c'était un autre niveau. Tu sais, je faisais des 5 pierres, puis je relevais 5 fois 5e. C'est pas, le monde ne connaisse pas ça, mais c'est un exploit, là. Juste faire les 5 pierres, c'est ça, c'est déjà... Parce que les 5 pierres, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Les pierres d'Atlas. Les pierres d'Atlas, plus ça va, plus ils sont pesantes, là, tu sais. Fait que c'était comme juste un autre niveau. Tout était comme, wow. C'est comme si j'avais changé de char. C'est comme, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'étais allé faire une compétition aux États-Unis, qui était une des tranches de la Super Série, au Morganson Casino. Puis,
là-bas, je m'en allais là, les meilleurs sont là. Fait que ça, c'était en prévision. Le World's Strongest Man, cette année-là, au mois d'août. Fait que là, je reviens, ça fait un an que je suis parti. Puis là, quand je reviens, là, je vais pouvoir voir où est-ce que je me trouve contre les autres gars. Avec mes nouveaux outils, avec mon nouveau body. Puis, l'approche que j'avais avant d'y aller était, je vais aller voir comment je me situe pour me remettre le pied dedans, puis juste me remettre dedans, pour commencer, puis revenir. Mais là, je torche tout le monde, ces 2 premières épreuves. Fait que là, la 3e épreuve, je me souviens pas, là, mais je suis là aussi. Là. Fait que là, c'est moi qui mène, puis pas un petit peu. Là, quand je te dis que j'ai torche, j'ai l'ange de beaucoup. Là. Mais la 4e épreuve, il l'avait changé avant la compétition. C'était le Conan's Wheel. C'était un peu comme si tu soulevais la grande aiguille d'une horloge, tu tournes en rond. OK, ouais. Puis, je l'avais pas entraîné. Puis ça, c'est une épreuve qui était pas nécessairement ma favorite. Je me débrouillais bien quand je pouvais m'entraîner. Puis là, ben, c'est là que l'ego, j'ai appris une leçon de vie qui tu parles d'erreur tantôt, qui te suit tout le temps. Là. Mais moi, au lieu d'avoir l'approche de dire, regarde, je me suis pas préparé, je suis conscient que c'est pas mon épreuve, mais là, je viens déclencher. Fait que la compétition... Le cas qui a le chest, ça, gros, là. Là, je viens plus ici pour voir comment je me trouve face à la compétition. Je me viens ici pour le montrer. C'est qui le king, là? Ben là, je fais 2 pas, je me déchire le tendon rotulien, c'est fini. Parce que t'as voulu... Parce que je n'ai pas écouté le plan de match. Parce que j'avais pas personne autour de moi pour me dire, OK, peut-être, ce que j'aurais pu faire, c'est d'y aller, je touche l'appareil, ça me donnait un point. That's it. Est-ce que j'aurais gagné? Peut-être. Est-ce que j'aurais pas gagné? Peut-être aussi, mais je me serais pas blessé. Puis rendu là, cette compétition-là ne servait pas à gagner. Sauf que dans ma tête... Mais le compétitif que t'es, je veux dire, quand t'es athlète de haut niveau, mais faut que tu aies une structure, faut que tu suives ta ligne, ton plan de match. Exactement, puis je l'ai pas fait. Comme un boxeur, tu sais. Maintenant, il a envie de knocker, c'est pas ça le plan de match. C'est ça, c'est le plan de match. Puis, tu sais, ton entraîneur te dit non, garde, on va se rendre au bout, ça fait partie du plan. Mais là, tu décides que je vais le knocker, puis là, c'est lui qui te knock. Mais ça a été ça. Ça a-tu mis fin à ta carrière, d'homme fort? Oui, j'ai essayé pendant 2 ans de revenir, mais là, c'était fini. Tu sais, c'est un peu comme une branche d'arbre. Ça s'arrange. Il y en a une, mais pas à la même place, puis pas pareil. Les pompes vont pousser pareil, mais... Ça fait que ça a été le moment où ma carrière a pris fin. Ces années-là, tu gagnes tout ça sans dans les détails, mais est-ce que tu arrives à vivre d'être un homme fort? Je vivais de ça grâce aux commanditaires. Ben c'est ça. C'est pas les bourses. C'est pas les bourses. Tu sais, l'année que j'ai remporté le titre, ça me coûtait à peu près 85 000 $ ou 80 000 $ pour mon année. Puis j'ai gagné 50 000. Donc, tu te mets pas riche avec ça. Non, c'est ça, parce que juste en bouffe, je peux même pas m'imaginer. Ça me coûtait plus cher de bouffe. C'est clair. C'est ça la plus grosse dépense. Loyer. C'est ça. Fait que là, fait que c'est ça. Fait que, ouais, ça a été une affaire que des fois, avec du recul, je repense à ça, puis tu sais, tu y penses, puis t'as pas le choix. Tu te dis, crime, si j'avais pas fait ça, qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que il faisait un gros reportage sur Fox USA, c'est les hommes forts. Puis c'est moi qui devais le faire. Mais vu que je me suis blessé, je l'ai pas fait. Et ça, ça a passé aux États-Unis, ça m'a rouvert des portes incroyables. Mais c'est la vie. Mais t'as une belle carrière au Québec aussi. Oui. Ça a commencé comment, ça, d'aller dans les médias, puis de... Méchant concours de circonstances. Tu sais, moi, en 2007, je suis devenu porte-parole pour BMR. Oui. Puis en 2010, on a commencé à faire des publicités. Et là, des publicités, parce que le concept est vraiment super, c'était vraiment bon, on faisait du contre-emploi. Il y en a encore de disponibles, je joue au badminton, je danse du ballet. Je me souviens de ces pubs-là, ouais. C'était vraiment bon. Puis en 2013, c'est ça, en 2013, ils m'ont rencontré chez Québécois avec l'idée de faire une émission télé autour de la rénovation. Ton BMR serait pas Oui, je me souviens de ça. Qui était dès que possible, qu'on a tourné en 2014. Puis là, à partir de là, ça a déboulé. Puis là, ça a ouvert une autre porte. Les affaires de bouffe, puis name it, là. Et risque et péril. Ouais, là, ça, pour ceux qui connaissent pas ce show-là, c'est... tu
Où qu'on peut le pogner? On peut-tu encore le pogner quelque part? Il revient occasionnellement. C'était sur Évasion. Fait que là, pour être honnête, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais ça Je vous revient. dis quelque chose. Pas que c'est ce que j'ai. Moi, j'ai comme un Fire Stick, puis je paye, puis j'ai accès à beaucoup de choses dans ce show-là. Fait que, tu sais, mais il est trouvable. Il est trouvable. Oui, il est trouvable. Pas je l'ai cherché sur YouTube. C'est pas Non, il sur est pas sur YouTube. Ah YouTube. non, je le sais. Je l'ai cherché en tabarnak. Parce que moi, je suis tombé, justement, j'ai jamais été abonné à Évasion, mais des fois, il est débloqué, puis là, je pognais des épisodes souvent dans le temps des fêtes. Ça fait la même quand ça jouait, j'ai pogné plusieurs, puis dès que je tombais là-dessus, c'est comme j'ai écouté les épisodes et je l'ai cherché la série, puis je te le disais justement, je viens de la retrouver et je vais m'étaper. Moi, je pense que j'en ai écouté 4 au total, puis de toute façon, je voulais pas les écouter avant de il y en a recevoir. 37. Il y en a 37. Fait que ça, c'est 37 épisodes où tu t'es promené. Et c'est 2 saisons? 3? On a fait 3 saisons. 3 saisons. Puis là, on allait dans les quartiers les plus dangereux. À travers le monde. Aux États-Unis, puis on a fait États-Unis. l'Europe. Europe, c'est ça. Parce que je me souviens, j'ai vu celui France-Paris dans les cités. Oui. Celui-là, je l'ai vu. Quelque chose. On s'attend pas. On dirait que c'est pas la pensée qu'on a. C'est pas la pensée qu'on a, mais c'est pas comme aux États-Unis. Non, non. La notion de danger n'est pas la même. C'est peut-être pour ça qu'on s'est fait attaquer aussi, parce que vu qu'on la sentait moins, on a peut-être poussé un peu trop loin. Mais la différence, c'est que dans une cité en Europe, vous êtes fait lancer des roches, votre truck. On aurait pu. Ça tire aussi. Ça mais tire, ouais, c'est ça. Beaucoup moins souvent. Là-bas, c'est vraiment de se faire poignarder. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, qui aurait pas arrivé, c'est que s'ils nous avaient vraiment là, isolés puis que je puisse pas sortir, la fameuse fois que m'a fait tirer en pierre, là-bas, ce qu'ils font, les modus operandi, c'est qu'ils vont t'encercler, ils vont casser les fenêtres, ils tirent des roches. Puis ce qu'on s'est fait dire, tu sors pas du véhicule. Parce qu'à partir du moment que tu sors, ce qu'ils font, les autres, ils tournent autour de toi en mobilette, puis là, ils passent, puis ils te piquent. Puis ils te piquent. Comme m'avait dit, t'as beau être gros, à un moment donné... C'est de ton sang, là. Exactement. Ouais, non, c'est Fait ça. que c'est ça qu'il disait, si ça vous arrive, restez dans le véhicule. T'es mieux de recevoir une roche qu'un coup de couteau. Là. Pour remettre en contexte, dans le fond, après ça, on va aller ces États-Unis, parce que là, c'est un épisode que j'ai vu, puis ça m'a marqué, tu sais, j'entends beaucoup, je connais des gens français qui ont habité dans des cités qui me parlaient, mais je m'attendais pas à ça, c'est vraiment, t'es là, puis on parle des cités. Les cités en France, c'est des ghettos, c'est géré par le monde de la cité, puis où la police ne va pas. Écoute, quand on est allé à Marseille, on est allé à la Castellane, puis on devait y aller avec des policiers. Là, on rencontre le policier en question, il dit, ça marchera pas, on y va pas. Là, il nous avertit, vous n'allez pas là. Parce que si on y allait avec eux, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on va y aller au moins avec une quinzaine de policiers. Pour te mettre en contexte... C'est un affront, ça, dans une cité, là, oui, 15 policiers qui arrivent. Il y a arrivent. un feu Là. dans la cité. Donc, dans le bloc appartement, il y a un feu. Les pompiers n'y vont pas s'ils ne sont pas accompagnés de la police. C'est comme ça que ça marche, là. Et là, eux autres, ils ont des télés, des sofas, ils ont des affaires sur le toit, puis là, ben, quand tu viens pour rentrer, ben, ils pitchent ça par-dessus. Ils te pitchent ça en bas pour pas que tu y ailles. Parce qu'ils veulent garder le contrôle. Oui, ils contrôlent vraiment, là. On s'était fait compter l'histoire, parce que Zidane vient de cette cité-là. Il y a une équipe de télé japonaise qui ont décidé de faire un documentaire sur Zidane. Ils sont rentrés là-bas, ils n'ont pas demandé la permission, ils sont ressortis de là, je pense 3 jours plus tard en bobette, pour ne pas dire tout nu. Avec la vanne, les caméras, toutes, ils sont en vie, ils sont sortis. Si vous autres, vous avez assez... Finalement, la police dit non. Puis on est allé pareil. T'as eu le guts de... Mais on voulait pas rentrer dedans. Fait que techniquement, au début, on voulait tourner autour, c'est ce qu'on a fait. Fait qu'on les a allumés parce que là, ils te voient, on les fait siffler, on filme ça. Fait qu'on veut comme démontrer c'est quoi le contexte, puis qu'effectivement, c'est dangereux. Puis moi, ben, quand j'ai regardé le plan sur le GPS, j'ai dit, on va refaire une dernière passe, puis on va passer par en arrière. Mais je n'ai pas tourné dans la bonne rue. Puis là, ben, j'ai tourné dans une rue qui rentrait, mais c'était un cul-de-sac. Fait que je l'ai réalisé quand je suis arrivé dedans. Puis là, à un moment donné, quand je rentre, je dis, ouais, c'est pas ici, je me suis trompé. Sauf que là, t'es dans le nid d'abeilles. Là. Et là, ben, ils commencent déjà à se positionner, puis tu vois les véhicules qui viennent pour nous bloquer la route. Puis là, ben, ils essaient de t'emmener à rentrer dans un stationnement. La manière que ça se passe, puis ça va vite, là. Puis là, ben, si je rentre dans le stationnement, je suis fait parce qu'ils vont bloquer l'accès. Fait que là, moi, je décide que je fais un 360, ou plutôt un 180. Ouais, 180. Mais dans la rue. Puis là, le problème, c'est que j'avais un véhicule que je connaissais pas tant, c'est un véhicule de location. Puis là, j'avais de la misère avec mon reculon puis mon avant.
Fait que là, c'était vraiment stressant. Fait que dans le reportage, on voit la scène parce que ça a été filmé. Puis quand je sac, puis que tu sens la tension est réelle, là, c'est pas faké. Non. Pour l'avoir écouté, cet épisode-là, tu le sens, là. Puis quand on vient, puis là, OK, on est sorti, ça y est, c'est fait. Du côté droit, je vois arriver quelqu'un à la course, puis tu vois qu'il pitch de quoi, puis ça cogne le véhicule, puis ça a cogné solide. L'affaire, c'est que c'était, tu sais, mais 6 pouces plus bas, à gauche ou à droite, t'avais les deux caméramans qui l'avaient en pleine face, là. Puis là, ben, tu vois que ça a frappé le montant fort du véhicule, puis ça a fait une méchante poque. Puis c'est seulement que plus tard, au montage, qu'ils ont réalisé que c'était un morceau de béton. Fait que ça devait être un morceau de béton armé, parce qu'il fallait que ça soit vraiment dense pour pouvoir faire le dommage que ça a fait. Fait que là, tu fais OK, ça a passé proche. Là. C'est un des moments où l'adrénaline était là. Puis il y a d'autres fois où tu t'es fait montrer des guns, tu sais, name it, là, écoute, parle-moi de cette série-là, comment, tu sais, tu me parlais, parce qu'on parlait hors caméra, on parlait de véhicules, puis je te parlais que j'avais vendu un de mes véhicules là, en Californie, puis là, tu parlais, tu sais, Compton qui est connu, là, tu sais, Straight Off Compton, Dr. Dre, NWA, tu sais, le rap Kendrick Lamar, tu sais, ça veut dire, The Game, c'est Compton, c'est un quartier, c'est un coin, Easy, qui est un vrai gangster. À la base, c'était pas un rapper, là. Il a à peu près jamais écrit une ligne de rap de sa vie, mais c'était vraiment un gangster. Moi, j'ai rencontré Baby Gangster, qui était un des membres fondateurs des Crips. OK. Donc, pour te mettre en contexte, tous ces gars-là que tu as mentionnés, il les connaît tous. Lui, il vendait de la drogue à Eazy-E, qui lui revendait. Fait qu'il nous raconte les débuts. Les autres, ils vendaient ça sur des tapes au coin des rues, puis c'est comme ça que ça a commencé. La musique que ça a commencé. Ouais, les rap, là, le gangster rap, puis tout, là. Tu sais, puis le gars en question, lui, il dit qu'il achetait à coût de 100 kilos du cartel. Puis qu'il ne revendait pas en bas de 5 kilos à la fois. Fait que là, tu comprends que c'était un gros joueur. Fait que... Puis là, ben, il était comme supposément en conversion, là, qu'il était plus là-dedans. Mais tu sais, ce que tu comprends, c'est que tu n'en sors vraiment jamais. C'est rough. Ouais. Tu sais, il avait fait, je pense, c'était 26 ans à l'époque, au total de prison. Puis là, ben, tu te racontes son histoire. Puis lui, tantôt, on parlait de Lowrider. Là, lui, c'était son trip. C'est ce qu'il aimait. Il y avait un garage, il en fabriquait. Puis, ce qui est drôle, c'est que c'est une réalité criminel qu'on connaît pas. Tu sais, le phénomène de gang, on le vit plus maintenant, mais c'est pas encore comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une culture, les rouges, les bleus. Puis ce qui est drôle, c'est que même que j'avais vécu là pendant 1 an, je comprenais quand je rentrais dans un quartier qui était rouge, tu le sais. Puis quand tu arrivais dans un quartier qui était bleu, tu le sais aussi, les Crips, les Bloods. Mais je côtoyais pas ce milieu-là. Mais là, tu vis dedans parce qu'on est tout le temps dedans. Et là, tu rencontres un gars qui te raconte des histoires, tu sais, dans le quartier où il est allé, où il a grandi, puis il me raconte qu'il a perdu 300 de ses chums avec qui a grandi, qui sont morts dans la guerre de gang. Tu sais, c'est pas 1 puis 2, là, c'est 300. Puis là, ben, on va en avant de chez eux, puis là, ils nous racontent, OK, un tel restait là, un tel est mort, décédé. Puis partout ce qu'on se promène dans son quartier, c'est ça. C'est rien que des morts. C'est rien que des morts. Fait que là, c'est un contexte, parce que nous autres, on pense à Los Angeles, c'est Hollywood, c'est le rêve américain. Il y en a que le rêve, c'est plutôt le cauchemar américain. Hein? Fait que c'est une autre réalité. Puis de côtoyer ces gens-là, c'est de la manière que moi, je voyais ça. C'était une opportunité de pouvoir avoir accès à quelque chose d'interdit. Puis de pouvoir apprendre de ça. Fait que moi, j'étais vraiment intéressé. Là. Comment vous arriviez à contacter? Tu sais, je veux dire, une équipe canadienne, tu te dis, je m'en vais, écoute, rencontrer un des fondateurs des Crips, je m'en vais dans des quartiers, tu sais, je veux dire, on parlait de la cité en France, mais il y a certains quartiers, là, faut que tu ailles le hockey pour rentrer là, là. Donc, il faut que tu aies des contacts. Et bien souvent, mais ça se fait à travers de gens qui ont déjà été dans le milieu, qui en ont sorti. Puis là, ben, le travail de recherche fait que tu trouves la bonne personne. Et là, par la suite, notre job, ma job, c'est de créer un sentiment de confiance, un climat de confiance avec l'individu pour qu'il puisse me donner accès à ce monde-là. Et là, ben, tu comprends que là, tu as un à l'autre, tu t'en présentes un, et c'est là que ça déboule puis que ça peut aller assez vite. Le gabarit, aides-tu? Oui, beaucoup. Tu sais, là, on tombe dans un contexte où je te dirais
que d'avoir une présence physique, c'est un atout. C'est un peu comme si tu étais dans la jungle. Fait que là, il faut que tu te positionnes. Dans une jungle, il y a des prédateurs, puis tu as des proies. Fait que nous autres, il faut faire attention parce qu'on peut facilement être une proie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équipement qu'on a, la montre qu'on porte, ben, ça a une valeur. Puis s'ils la revendent, ben, ils peuvent se payer une dose de drogue. Puis là, un petit trip. Donc, ça vaut pas cher. La vie vaut pas cher dans ce milieu-là. Donc, il faut que tu trouves une façon. Puis là, mon travail de policier m'a vraiment aidé. J'imagine. Vraiment aidé. Parce que j'avais vraiment l'impression de patrouiller dans des quartiers. Sauf que là, tu n'es pas policier. Le but, c'est vraiment de comprendre, prendre le pouls de la place, rencontrer des gens et essayer de comprendre c'est comment vivre ici. Pourquoi c'est dangereux comme ça? Pourquoi tu es devenu un membre? Puis là, ben, c'est ça le défi, c'est de créer ça. Puis je suis chanceux parce que j'ai cette capacité-là, puis une facilité à entrer en contact avec les gens. Puis ça marchait. Puis j'avais la bonne gang pour travailler avec moi. Oui, parce que tu as eu des estis de conversation solides là, avec des gars. Oui, puis. Des gars qui c'était épeurant, là. Du monde qui ont tué puis qui sont pas gênés de le dire puis qui vont tuer dans 3 jours parce que t'as pas la bonne casquette dans la bonne rue, là. Puis là, tu comprends comment ça fonctionne. Tu sais, le mot respect, on a tendance à oublier c'est quoi ça veut dire. Je peux te dire une chose. Dans ces quartiers-là, là, s'il y a un mot qu'il faut que tu saches, c'est quoi ça veut dire, puis comment le démontrer, c'est là. Parce que tout tourne autour de ça. Il faut que tu respectes les autres, puis il faut que tu te fasses respecter. Puis là, il faut que tu sois capable de doser comment ça va se faire. Fait que du respect, ça se gagne. Puis ça se mérite, de part et d'autre. Fait que ça change un peu ta perspective, parce que quand je te dis, j'avais l'impression de revenir policier, dans des certaines façons de me déplacer, de sentir la place, de regarder, d'écouter, d'être en contact avec l'endroit, mais pas policier au niveau de ma perception des gens. Je suis pas là pour voir s'ils font du bien ou font du mal. Je suis là pour essayer de sentir la place. C'est-tu dangereux? Ça l'est-tu pas? On peut-tu y aller? On peut-tu pas? Puis, le côté de m'intéresser vraiment à la personne d'une manière différente que tu vas t'intéresser si tu faisais ton travail de policier. Tu sais, mon podcast, tu sais, ce show-là est une inspiration de mon podcast, justement, de donner la voix à ces gens-là, d'expliquer. Parce que c'est ça, je dis tout le temps, les gens savent c'est quoi la prison, là. On sait tout c'est quoi une prison, puis on a toute une idée préconçue de la prison, mais on connaît pas ça. C'est qui ces gens-là qui sont là, tu sais? Puis c'est pour ça, moi, ce show-là, justement. T'as vu, c'est ça. C'est exactement ça. Tu t'intéresses à la personne, puis tu lui donnes une voix, puis tu lui donnes l'opportunité de te donner sa version des choses. T'sais, sincèrement, si tu n'avais pas fait ce show-là, c'est un show que j'aimerais faire. Tu comprends? Parce que mais je trouve que tu l'as mené de main de maître. Sincèrement, puis tu justement posé les bonnes questions. Pas, tu sais, il y avait. J'ai pas, moi, comme je te dis, je les ai pas toutes regardées, ce qui va arriver dans les prochaines semaines, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, je te voyais doser, justement, tu sais. Mais y a-tu des moments, outre le truc qui s'est passé en France, où est-ce que, tu sais, il faut, OK, coupe court, ou, tu sais, on n'a pas notre place, finalement, c'était pas une bonne idée, ou ça a généralement toujours quand même relativement bien été, ou c'est allé plus loin que ça à quoi tu t'attendais, tu sais. Il y a beaucoup de choses qui sont allées plus loin de ce qu'il aurait dû. Puis ça a été... tu sais, j'ai fait ça, mais j'ai pas fait ça tout seul. Non. J'avais vraiment sûr, une il y a une équipe. Bon, on n'est pas une grosse équipe. Tu sais, on n'a pas de sécurité. Puis quand je parle d'équipe, ça prend du monde qui ont du gars. Tu sais, j'ai Félix, j'ai Francis, j'ai Gabriel. Tu sais, ça prend quelqu'un de spécial. Là. Est-ce que vous avertissiez, mettons, les polices locales, genre, on est une équipe de tournage parce qu'ils vous auraient fait, non, vous n'allez pas là, c'est une gang de malades. On s'est fait intercepter pour se faire dire de s'en aller. On n'a pas d'affaires là. Par les policiers? Par les policiers, collissez votre quinte de site, là, c'est... Get the fuck out, man, c'est ça, là. Dans le Témour, là, ils ont commencé à gueuler après nous autres, à retourner à l'hôtel, puis... tu sais, à un moment donné, on était en face du stade, pas loin du stade où ce que les Ravens jouent. Puis là, il pleut, fait qu'on s'est mis en dessous du viaduc. Il y a un policier qui se parque derrière nous autres, il vient voir qu'est-ce qu'on fait là. Là, on y explique, parce qu'on en profite du moment qu'il pleut, que là, il pleut vraiment là, à boire debout.
pour pouvoir là, préparer, voir ce qu'on va faire, puis refaire une récapitulation. Puis là, le policier arrive, on lui explique ça, ce qu'on fait là, puis tout. Il dit là, les gars, vous restez pas ici, là, parce qu'il dit dans une demi-heure, là, je vais repasser, puis votre char va être là, vous autres serez plus là. Fait que là, tu fais. Tu sais, c'est comme surréaliste. Non, voyons. Ah, ouais. Ils sont pas dans un film, là. Je peux dire que là-bas, c'est comme ça. Tu sais, à un moment donné, j'étais à Atlanta. Je pense que je l'ai déjà raconté, là, mais j'étais à Atlanta, on se promène dans une rue, puis là, on voit une voiture. Puis là, la voiture, les autres là-bas, c'est un peu comme des lowriders. Mm-hmm. Fait qu'il y a un vieux char C'est les avec donks. les roues Ouais, surdimensionnelles. appelle ça des donks, ouais. Puis là, ben, moi, j'étais un gars de char. Fait que j'aime ça. Il dit, il faut débarquer, puis il va aller voir. Puis là, je débarque, puis je rentre dans la cour. Puis là, il y a un gars qui s'en vient. Ben cool. Hey, puis là, je me jasais avec. Hey, c'est-tu ton char, ça? Puis là, je m'intéresse à son char. Là, en discutant avec lui, il voit que je connais ça. Là, il pose des questions. Puis là, c'est marqué Snow sur le côté du char. Il s'est fait faire une plaque au lieu d'être cavalier, c'est Snow. Ouais. Hey, pourquoi Snow? Ben, c'est mon nom. Ah, non. Hey, tu veux-tu venir raser avec nous autres? Viens prendre une bière avec nous autres. Fait qu'on prend pas de bière, mais là, cette fois-là, on va en prendre une. Ah ouais. Hey, ça te dérange-tu? J'étais avec mes chums. Ah, venez venir. Fais signe. Les gars débarquent, s'en viennent. On s'en va sur le perron. Quand ils montent sur le perron, ce que je vois pas, moi, parce qu'il y avait comme un genre de... c'était une galerie, puis c'est pas fermé, c'était comme un rideau. OK. De loin, je pensais que c'était fermé. Aussitôt que je rentre là, il y a un gars qui est là. Snow se lève son chandail, sort son 9 mm, il y a un chargeur de 30 balles, puis il le donne à l'autre gars. Fait que quand il s'en venu, il sait pas, là, ça va vite, là. Fait que là, on se met à jaser. Puis là, il explique Parce que son lui, fait. c'est armé pour venir te parler. Oui. Puis le gars qui est là, je le sais pas, mais après ça, je découvre, c'est son garde du corps. Puis là, à un moment donné, Puis ça, c'est pas prévu, là. Non, Toi, t'as juste vu le char, t'as Ouais. comme... là, ça se développe. Là, à un moment donné, on se met à jaser, puis la pétante, puis on dit ce qu'on fait là, la caméra, puis tout. Puis là, ben, on le convainc, puis il accepte. Fait qu'il- Vu que c'est canadien, j'imagine que les autres, ils sont comme un peu non, plus... non, 3/4 du temps, les autres, c'est, comment ils disaient ça? HBO! Tu sais, les autres, on dirait, c'est que, je sais pas pourquoi passer à la TV, là, c'est comme, hey, c'est cool. Le gars, là, c'est à peu près la dernière affaire. Il va finir, puis là, tu vas comprendre. Ah ouais. Je peux pas concevoir qu'il veut faire une entrevue avec nous autres. Fait que là, on part ça, puis là, la première question qu'il demande, pourquoi que il t'appelle le Snowman? Là, il est en train de fumer un joint, puis là, il me regarde, comme en Hollandais, t'es donc bien innocent, toi. Là, il dit pas un mot. Là, je sais pas, il est insulté, quoi, il se lève tranquillement, fait ça, son joint, ouvre la porte, là, il disparaît, il nous dit rien. Il ressort, pouf, pitch 2 kilos à la table. Pour ça qu'il m'appelle le Snowman. T'es tombé par hasard sur genre le dealer Ouais. du quartier. Ouais. Le... Fait que là, tu sais, comme, OK, c'est surréaliste que tu vis là, là. Fait que là, le Snowman nous a fait faire le tour de son quartier parce que c'est son quartier. En face de billets, on rentre d'une maison. Cette maison-là, c'est de l'ecstasy. Tu sors par la porte arrière, tu coupes dans la cour, tu passes par une petite trail, tu te ramasses ailleurs. Là, c'est le crack. Fait qu'il nous a fabriqué du crack. Parce qu'on lui a posé la question, comment ça marche? Et c'est moi qui le fais. Puis là, tu fais ça comment? Fait que là, ils en ont fait pour nous autres, pour nous montrer comment ils faisaient ça. T'as-tu aimé ça, Fat Crème? Non, je Moi, j'ai rien fait. je sais. Moi, j'ai rien fait, j'ai regardé. Mais ça n'a pas de bon sens. Parce que tu parles de respect, j'ai comme là, je t'ai fait du crack, tu vas l'essayer. J'ai comme C'est drôle que câlisse. tu mentionnes ça, parce que Ouais. quand il a sorti la coke, son garde du corps, il dit « Hey, tu vas en prendre. » Il a dit « Non. » Fait qu'il me dit « Qu'est-ce qu'il me dit que t'es pas une police? » Je dis « Moi, je te le dis. » Fait que là, t'es comme... Il est en train de... Il challenge. Il challenge, là. Il teste. Oui. Là, non. Mais ouais, à un moment donné, il y a un tel qui est venu, puis il en a pris. Il dit, lui, il en a pris, moi, j'en prendrais pas. C'est Snow, finalement, qui est intervenu. Ah, c'est correct. Le gars n'a jamais marché en avant de moi. On a passé l'après-midi avec eux autres. Il marchait toujours dans mon dos. Fait que moi, je marchais tout le temps, comme un peu de billets puis de travers pour garder un œil dessus. Parce que il me trustait pas, puis je le trustais pas.
Fait que c'est vraiment, vraiment fucké. Fait que ça te donne un peu une idée de l'ambiance. Ça t'a pas donné envie de faire comme, hey, finalement, ce show-là, peut-être juste faire une saison. Non, parce que tu sais, c'est un peu comme une drogue. Parce que tu es dans l'adrénaline. Parce que, tu sais, dans la vie, je fais une comparaison boiteuse. Tout le monde est capable de faire des hot dogs ou des hamburgers sur le barbecue. Mais de faire des choses qui se démarquent, qui sont pas des hamburgers et des hot dogs, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et ce show-là, c'était ça pour nous autres. C'était le genre de show que tu as besoin de pas juste être bon animateur, être bon caméraman. C'est le genre de show que ça te demande d'avoir un paquet d'outils dans ton coffre à outils pour être capable d'y aller, d'aller chercher ce que tu as besoin, puis d'en sortir vivant. Puis là, quand tu l'as fait une fois, on la recommence. Fait que tu développes une expertise. Et là, tu te challenges. Pour être honnête avec toi, pas sûr que c'est la meilleure recette pour faire quelque chose qui se démarque, mais je peux te dire une chose. Quand tu es dedans, tu te sens vivant en C'est vraiment à dire, tu te sens vivant, là. Parce que c'est comme tous tes sens sont aiguisés, puis tu es vraiment dedans. Tu sais, puis en moyenne, on travaillait entre 13 heures et 17 heures par jour. Fait que c'était extrêmement exigeant. Je m'entraînais tous les jours. Fait que c'était un challenge, une façon de faire. C'est le genre de... Tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, je te dis, j'ai reçu Étienne Boulay, qui est une des rares personnes, comme toi, qui est public, mettons, tu sais, puis qui n'a pas touché tant au milieu carcéral, mais qui a une histoire qui va quand même s'y rattacher. Puis lui, c'est qu'il disait, tu sais, lui, sa consommation a commencé quand il a arrêté le sport, l'adrénaline du sport. Tu sais, toi, tu as continué à t'entraîner, tu t'entraînes encore aujourd'hui, ça, je le sais. Tu t'entraînes pour ton plaisir personnel, ton bien-être personnel. Le mental, je sais, je pareil, moi, c'est mon antidépresseur. Le gym, c'est mon antidépresseur, tu sais. Mais c'est le genre de show qui va te rechercher cette adrénaline de compétition, de te dépasser, de te surpasser. Tu as besoin de ça. Oui, puis ça, ben, c'est next level, là. Et tu retrouves cette adrénaline-là. Tu sais, je revenais de là-bas, là. Ça me prenait, là, de 2 à 3 semaines de reprendre un beat normal. De pas, tu sais... Ouais, je me suis surpris, là, j'allais à la pharmacie, là. Puis je faisais 2-3 fois le tour de la pharmacie. Parce que là-bas, c'est de même. Avant d'arriver à quelque part, tu te fais un fil de la place, puis tu te crées une façon de faire. Fait que je faisais la même affaire, là. Puis j'arrivais là-bas, puis je tournais dans le stationnement, puis j'allais faire le tour. Puis à un moment donné, hey, Hugo, arrête, là, t'es à Saint-Jean, là, calme-toi. c'est ça. Calme-toi, là. Mais ça prenait 2-3 semaines. On revenait de là-bas, là, puis t'es comme sur un high, là, puis crime, là, après ça, c'est comme un down, puis il te manque quelque chose. Là, après ça, ça revient normal. Puis, tu sais, quand tu repartais, t'as hâte de repartir, là, parce que tu le sais, là, il y a un état d'esprit que tu es en train de créer. Là. Puis, il y a une certaine forme de détachement qu'il fallait. Je sais pas les autres gars là, qui étaient avec moi, comment qu'ils faisaient. Mais moi, c'était ça, tu sais. Ça se peut que je ne revienne pas. OK, c'était un mindset quand même, t'avais, oui, là. T'sais. Parce que si tu t'en vas là, en ayant peur de perdre quelque chose, ils vont le sentir. Parce que la peur, les prédateurs, ils la sentent. Puis il ne faut pas que tu l'aies. Je suis pas en train de te dire que j'ai pas eu peur. Je suis pas différent des autres. Mm-hmm. La peur, c'est un sentiment, puis on l'a tout. T'as beau être gros, une balle, c'est une balle, là. Exactement. Puis tu es dans un contexte où tu n'es pas dans une zone de confort. Peu importe, est-ce que ça t'empêche d'avancer? Non. Parce que ce qu'il faut que tu fasses, c'est correct d'avoir peur, mais il ne faut pas que la peur te contrôle. Fait qu'il faut que ce soit un élément qui t'amène à prendre les bonnes décisions, qui t'amène à rester vigilant, un paquet de choses. Donc, au final, tu tournes autour, mais là... Dans ce show-là, tu parlais justement, y a-tu un moment où est-ce que tu as eu peur pour ta vie ou celle de tes collègues, que ça, tu te dis, hey, ça aurait pu, ça peut mal virer là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, là. À plusieurs reprises, mais quand t'es dedans, tu ne sens pas de même. Le cœur se met à battre. Puis là, ben, tu as des décisions à prendre. Puis il faut que tu prennes le bon move. Fait que elle n'est pas en train de s'immobiliser. Elle est en train de t'emmener, t'es dans l'action. Puis ce qui est drôle, c'est après. Après, là... Tu regardes les shots, puis tu fais... T'as pas regardé les shots, t'as pas besoin. T'es sorti du quartier, là, c'est comme, OK, là, ce qui vient, ça n'a pas de bon sens,
Ça, tu sais, à un moment donné, on était à Bâton Rouge. On s'en va rencontrer un gars qui s'appelle Silky Slim. Puis nous autres, mais je te parlais tantôt de faire le tour, qu'on arrive longtemps avant, 1 heure avant. Fait que ça nous permet d'aller faire des pass-by, prendre des shots, puis faire un sentir le quartier. Où est-ce qu'on est? On se situe où? Puis là, ben, s'il arrive de quoi, par où il faut que je parte pour sortir du hood. Fait que c'est ce genre de choses-là. Fait qu'on s'est créé une routine. Puis on passe dans une rue où il y a un crack house. Fait qu'ils sont une vingtaine ou une trentaine dehors, puis tu comprends que c'est une dynamique, c'est comme ça que ça se passe. Des voitures passent, puis ils font des échanges. Fait que nous autres, quand on passe là, ben là, ils nous voient et ils nous spotent. Fait qu'on réalise, puis en plus, c'est un gros camion noir, puis je passe tranquillement. Puis là, ben, à un moment donné, je repasse au bout de la rue. Là, quand je repasse au bout de la rue, c'est pas une rue qui était très longue. Fait qu'ils nous spotent encore, puis là, ils se mettent à crier après nous autres. Fait que là, moi, je refais un tour, je repasse de l'autre côté de la rue. Pas nécessairement parce que je voulais aller ressentir là, juste parce que je vais tourner là, puis on va se rendre chez Silky Slim. Mais quand on passe, là, la troisième fois, c'était la fois de trop. Puis là, ben, ils se mettent à tirer des roches. Ils partent à la course, prennent des roches et les lancent. Puis là, ben, j'en vois qui partent à la course, puis s'en vont dans un véhicule. Fait que là, moi, je clenche. Puis là, je me dirige, je retourne dans la rue en arrière pour me diriger vers le boulevard, parce qu'il faut que je me rende vers le boulevard. Mais ma réaction, là, quand ça arrive, on le sait qu'ils s'en viennent. Là, tout le monde est dans le char, là, on est... ça crie, ils sont sénères. Ouais, là, moi, ben, le ils n'ont pas cherché des roches dans son char, là. C'est ça. Là, moi, le cœur se met à battre parce que là, tu comprends que je suis convaincu, moi, qu'il part après nous autres en voiture. Puis là, ben, je regarde dans mon miroir, je les vois pas venir. Fait que là, je fais 1+1. S'il s'en vient pas après moi, ils sont partis en course dans le char, c'est parce qu'ils partent après nous autres. Fait que lui, il doit avoir la même réaction de nous autres. Il a dû voir qu'on se dirige vers là, puis il prend la même rue qui est parallèle à nous autres. Comme de fait, quand j'arrive au stop, ma réaction n'est pas de partir, c'est d'arrêter au stop puis d'attendre. Parce que je suis convaincu qu'il va arriver à ma droite sur l'autre coin de rue. Mais là, moi, j'en ai d'autres dans le véhicule, puis là, on est tous sur le gros nerf. De se souvenir ce que je me souviens, c'est que dans ma tête, je continue de réfléchir, mais le cœur, mon homme, là, boum, boum, boum. Parce que tu comprends que les prochaines décisions que tu vas prendre vont peut-être déterminer si on va s'en sortir ou si on va y passer. Il arrive au coin, il arrête, on se regarde. Là, encore une fois, je décolle pas. Eux s'en viennent sur nous autres, sens inverse. Puis là, ben, les autres comprennent pas. Puis là, on n'est pas dans une discussion, c'est tout dans l'émotion, la réaction. Puis là, ben, ils comprennent pas pourquoi je décolle pas. Fait qu'on me dit de partir. Mais moi, je sais pas si je tourne à gauche, je m'en vais. Puis il faut que je tourne à droite pour sortir de là. Ça, je le sais que c'est là que ça se passe. Mais là, lui, il s'en vient par là. Fait que ma réaction, c'est de mettre le véhicule en 4 roues motrices, puis d'attendre de voir ce qui va se passer, comment il va se positionner, puis à la limite, je vais rentrer dedans. Puis là, ce qui est drôle, c'est que lui, quand il arrive, il se positionne pour débarquer, puis là, il a comme déporté un peu trop vers ma gauche, puis moi, ça me donnait l'occasion de pouvoir sauter à droite, passer sur le trottoir, puis de décoller. Puis pendant qu'on passe un au côté de l'autre, lui, il est déjà en train d'ouvrir sa porte, puis là, on se regarde, moi, j'ai mes lunettes fumées, puis les deux, on se regarde, là, je clenche, puis on sort de là. Là, une fois qu'on est sorti du hood, on se rend à limite. Lui, il va pas te suivre en dehors du quartier. Là. Ça, c'est... Il n'y a pas eu le temps, il n'a pas suivi. Non, mais tu sais, probablement que dans son quartier, il est safe, mais. Hey, tabarouette, là. Hey, ça a passé proche en maudit. Là, plus tard, on va. Parce que les questions, ils se posent pas tant. Là, non, c'est après, puis là, là, on est tous à la grosse adrénaline. Fait que là, une fois qu'on a repris notre calme, OK, on va s'en va chez Silky, puis on s'en va directement là. Mais quand on fait le tour du quartier avec lui, on revoit nos chums qui sont partis après nous autres. Puis là, on lui dit, hey, c'est les autres tantôt, parce qu'on en avait parlé, puis il faisait le gars qui. Ah non, il savait pas c'était qui. C'est drôle, quand ils avaient arrivé, il savait c'était qui, on maudit. Il sait beau, je m'en occupe. Fait qu'il part les voir. Puis là, ben, il lui donne un méchant char de marde. Puis là, il revient, tout est beau, tout est correct. Puis là, tu le vois dans le faciès, le non-verbal, ils sont pas contents. Fait que là, Félix, hey, il m'a dit si on peut pas lui parler. Hey, c'est qui? Tu penses qu'on peut les interviewer? Pas de problème. Il est fait venir. Puis là, tu vois qu'ils viennent pas, ils viennent à reculons. Ça lui tente pas pantoute, là. Fait que là, on va te parler, on va te poser des questions. Puis là, ben, c'est qui? Ah, oui. Là, on s'installe. Première question, on lui demande, hey, tantôt, pourquoi vous êtes mis à crier après nous autres quand on est passé? Là, il regarde c'est qui fait signe de la tête, répond. On pensait que vous étiez de la police, puis disons de la police, on n'aime pas ça.
OK. Puis, vous êtes parti après nous autres, c'est pour faire quoi? Là, il regarde l'autre encore, l'autre fait signe en tête de répondre. Yep. Ben, s'en venez vous tirer. T'es-tu armé? Il regarde l'autre, fait signe que oui. Il lève le gilet. Il y a le gun dans les culottes. Fait qu'on est passé à combien de pieds ou combien de pouces de se faire tirer. On le saura jamais. Je peux te dire une chose. Bien content de ne pas le savoir. Calice, non? Fait que c'est comme surréaliste que je te raconte là. C'est fou. Fait que puis là, quand t'es dedans, t'as passé au côté, puis oui, tu trouves ça cool, t'as vécu tout ça, mais c'est là que tu te rends compte comment que on a peut-être passé des fois plus proche que ça, puis qu'on le sait pas. Fait que t'es dans un univers où ce que c'est comme ça. Ça pose pas de questions, puis ça prend des actions. Puis une vie tient pas à grand-chose. T'as-tu comme pas contact, mettons, via Facebook, Instagram, y a-tu des gars de ces quartiers-là que t'as gardé un genre de contact avec le snow ou whatever, tu sais, puis... Silky Slim m'a appelé 2 Noëls d'affilée, m'a souhaité Joyeux Noël puis bonne année. Les autres, ont-tu vu l'émission? Ils ont-tu vu le footage en non, français? Mais non, il n'y a pas... On disait tout le temps qu'on allait le renvoyer. Tu sais, on le faisait... On a produit en anglais parce qu'on avait des ambitions. Puis le show, les entrevues sont tout en anglais. Puis on aurait pu l'envoyer. Là, mais mettons que... Toi, tu faisais de la narration en français par-dessus. C'est ça. Puis là, on fait du sous-titrage. Puis il y en a, lui, il y en a qui l'ont demandé. Est-ce que ça leur a été envoyé? Ça, c'est pas la partie que je m'occupais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est de dur pour moi de garder contact avec mes chums ici. Ouais, non, je comprends. Non, mais tu sais, des fois, tu sais, l'Instagram, puis là, tu vois, tu sais, mettons. Il y en a un qui s'est fait passer, tu sais, il y en a probablement que sûrement, il y a une bonne partie des gars que tu as rencontrés qui sont même plus de ce monde-là. Là, peut-être, ce qui est drôle. Puis là, ben, avec du recul, je viens d'écrire à White Boy. Il m'a écrit en fin de semaine sur Instagram. White Boy, ça, c'est un gars de Miami. Parce qu'on est allé à Miami, tu sais, Star, là, BYB, là, ils font des combats à points nus là, dans un triangle. Oui. Bon, ben ça, c'est Dada 3000 ou 5000, je ne me souviens plus. Là. C'est lui qui est l'organisateur de tout ça. Nous autres, on s'est rendus dans son quartier avant que ça devienne ça. OK. Puis là, les autres, c'était des bagarres de rue à points nus. Ouais, des gens Kimbo Slice. Ouais, c'est son club. D'ailleurs, il s'est battu contre lui. Puis là, ça se passait dans son backyard. Puis White Boy, c'est un des gars qui était venu pour se battre, pour nous montrer comment ça se faisait. Fait que lui, il avait fait venir 3-4 gars. Puis ils sont mis à se battre à coups de poing pour qu'on les filme, pour nous montrer comment ça se passait. Tu sais, il y avait un bucket plein de dents dans le... Il y avait un genre de cabane, là, puis il y avait plein de dents dans le seau. C'est comme les trophées on sait ça, là, puis on met ça dans le seau, là, c'est comme... Ce que je fais avec les dents, mais avec les autres, câlisse. Puis là, il y a un des gars qui était venu, il s'appelait Smoke Dog. Pas que t'appelles Smoke Dog, puis il part à rire, puis c'est parce qu'il est gelé comme une balle, c'est pour ça que... Mais là, tu fais, ben c'est ça. Fait que White Boy qui m'a écrit en fin de semaine m'a demandé comment ça allait. Fait que lui, il s'est battu dans cette ligue-là. Il s'est battu pour le championnat. Il l'a pas gagné, mais ça reste qu'on avait été manger avec lui. Ça avait été un des gars qu'on a passé du temps par la suite. Okay. On avait rencontré sa famille. Super de gars cool, là. Lui, c'était un latino. Puis t'as vu, lui, on a gardé contact. Puis aujourd'hui, cette adrénaline, tu es allé chercher, parce que je sais que tu as fait autre chose. On a parlé aussi, tu sais, t'es homme fort, ou ce que, écoute, t'es gros pis t'es musclé, mais t'as pas la shape d'un bodybuilder, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que, à un moment donné, tu t'es fait, hey, je l'essaye, puis c'était-tu justement un besoin d'adrénaline, d'essayer d'autres choses dans le sport, de sécher, parce que t'es un gars qui mangeait un demi-pain pour déjeuner, puis Chris, quand il faut que tu sèches, puis que... Plutôt un pain, un demi-pain. Le demi-pain, c'était ça sèche. Ça a été, à l'époque où c'est arrivé, c'était une façon de me déprogrammer des compétitions d'hommes forts. OK. Parce que même si j'ai arrêté en 2008, je continuais à m'entraîner. Comme si. Fait que j'étais toujours peut-être à 8 à 10 semaines d'être prêt. Pour une compé. Comme pour faire une compétition d'hommes forts. Mais t'en fais plus. Mais c'est la seule manière que... Mais ça doit être rough sur le corps aussi. Ah oui, c'était rough, mais rendu là, tu es habitué. Fait que tu t'en rends pas compte. C'est maintenant que tu te rends compte que c'était rough. Ouais, c'est ça. Quand on tape le 50, les années de poids lourd, ça... Fait que là, ce que j'ai fait que le bodybuilding, c'est une façon de m'entraîner autrement. Puis tu sais, j'ai pas trouvé ça, c'est plus facile que les hommes forts parce que c'est moins dur physiquement. La diète est dure. La diète, c'est mental. Quand tu disais se battre contre un, moi, j'en ai fait une contre ça, je te dis, puis que tu dis, ton compétiteur, tu te bats contre toi, là.
tu te bats contre ton estomac, contre ton cerveau, contre ton garde-manger. C'est un combat quotidien, là, tu sais. Bien, ça a été tough. Mais je peux te dire de quoi. Quand t'as mal dans le dos, puis tu te lèves le matin, puis t'as de la misère à t'asseoir pour aller aux toilettes, puis que dans l'après-midi, il faut que tu ailles faire du deadlift, puis que là, t'as des chiffres à rencontrer parce que t'as une planification pour ton entraînement, ça, c'est tough aussi. Ah non, c'est... Fait que là, à cette heure, j'ai la beauté de quand je me lève le matin, je suis courbaturé, mais j'ai pas le dos en compote. Je suis capable de marcher, de me lever, faire mes affaires. Est-ce que j'ai mal? Oui. Mais tu sais, éventuellement, on finit tous par avoir mal. C'est juste que moi, il faut savoir pourquoi. À vrai dire, je le sais. tu sais pourquoi. C'est ça. Puis, mais aujourd'hui, c'est ça, tu t'entraînes encore, Ouais. tout ça. Puis, mais ton adrénaline, tu vas la chercher où à cette heure? Tu sais, cette année de show-là, c'est sûr que là, c'est extrême, là, tu sais. Mais dans ton quotidien aujourd'hui, qu'est-ce qui fait... Ben, c'est mes projets. C'est la ça. business, puis de te lancer d'autres défis. Tu sais, je pense qu'une de mes qualités, c'est d'être en mesure de pouvoir me réinventer. Puis comme on l'a mentionné tantôt, quand j'ai remporté le titre, j'ai compris que j'étais capable de faire plein de choses. Ça dépend juste de moi. C'est de savoir ce que je veux, croire en mes capacités de le faire, puis après ça, travailler pour que ça se fasse. Les projets que t'as en ce moment, ce sur quoi tu travailles, plug-toi, c'est le bon timing, j'ai un bon following. Fait que let's go, je sais que tu as parti un podcast toi-même Oui, ça, c'est cet été, là, j'ai vu ça. J'ai pas écouté l'épisode encore, je te le cacherai pas, mais j'ai vu beaucoup de TikTok. Fait que ton TikTok il doit bien rouler parce que j'ai vu bien des extraits Oui. du lancer de hache. Ça a l'air de se passer. Ça se passe chez vous, vous avez l'impression? Oui, moi, Ouais, c'est ça, tu fais ça chez vous. j'ai bâti mon garage, je l'ai tourné en studio. Fait que t'es dans mon univers. Fait que ce qu'on retrouve là-dedans, moi, j'étais un gars qui aime la chasse, les moteurs, la Renault. Fait que je reçois un invité, puis moi, j'essaie de rencontrer des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Fait que là, mais des fois, il y en a qui vont dire, ils sont pas si ordinaires que ça, ils sont connus. Tu sais, à la base, on est tous ordinaires. Mm-hmm. C'est ce qu'on fait qui va nous rendre extraordinaires. Fait que moi, ben, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'allume, c'est de rencontrer des gens, puis essayer de comprendre c'était quoi la bougie d'allumage qui a fait comme m'emmener, un peu comme moi, qui t'a emmené à vouloir faire ce que tu as fait de la manière dont tu l'as fait, puis à rayonner comme tu le fais. Fait que ça, moi, ça m'allume tout le temps, d'avoir des conversations. Tu sais, on a une conversation ici, puis on Que j'adore, by the way, là, mais... Ben, moi aussi, c'est du fun, tu sais. Parce qu'à travers ça, t'es pas en train de perdre ton temps, puis c'est pas juste du bruit qui sort de nos bouches. Ben, ça, mon podcast, c'est de quoi que ça me permet de pouvoir être moi-même, être le vrai Hugo. dont le titre est... C'est Hugo Girard sans limite, le podcast. Parfait. Ensuite, j'ai une ligne de vêtements de travail. Ça s'appelle Hugo Strong. Je savais même pas ça, tu vois. Ouais. Fait que Style là- déguise, mettons, si on va dans, Ouais, dans mais le un même peu genre. plus OK. haut de gamme. OK. Vraiment des vêtements de travail spécifiques. J'ai des vêtements spécifiques pour des corps de métier. OK. Genre, menuisier, tu sais. Oui, puis j'ai développé des vêtements pour les minières, les industries. Là, on a des bottes de travail, ils viennent d'arriver, des bottes haut de gamme. Fait qu'on se positionne un peu à mon image, de quoi qui est fait fort, de quoi qui est confortable, puis de quoi qui va durer. Fait que, Je sais pas si t'es confortable, mais je vais te on découvre pas! Moi, laisser ta blonde en juger. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un beau. Fait que c'est des affaires aussi qui me ressemblent. C'est dans un domaine. Un gym aussi. Ouais, un gym à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensuite, j'ai des Le nom de ton alimentaires. gym? Hugo Gym. On regarde ça qu'on bien simple. Non, parce que c'est gagnant. C'est short, ça dit tout. Fait que c'est pas mal ça. Ensuite, ben, là, j'ai des associations avec mes différents partenaires, dont BMR. Ton BMR encore aujourd'hui, ça fait longtemps, là. C'est ma 18e année. 19e année. On est en train de faire la 19e année. Je sais que souvent, tu faisais des pubs avec le petit poids, si quelqu'un Oui, arrive à lever oui, ton hostie de dumbbell. D'ailleurs, quel je l'ai faisait. dans mon podcast qui traîne là. Ça fait que là, de temps en temps, il y en a un qui s'essaye. C'est drôle parce que Ça fait chier parce qu'un jour, je vais à ton podcast, je voudrais pas l'essayer, mais je serais pas capable de m'empêcher de l'essayer. t'auras pas le choix. Ça va me faire chier, ben je sais que je serais pas capable de le faire. Il faut que tu l'essayes. Fait C'est que- sûr que moi l'essayer. M'a peut-être attendre que les caméras soient fermées. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Ben non, c'est sûr, je vais l'essayer. Fait que c'est pas mal ça. Puis, tu sais, c'est des projets qui te demandent. Je suis quelqu'un d'intense. Je suis un passionné. Puis, quand tu es passionné, mais tu te donnes à 100%. Puis le résultat. Oui. Puis le résultat, tu le contrôles pas, puis tu le sais pas. Tu sais, je suis content, ça va bien.
On a des bons commentaires. Il y a eu des shows, on parlait de Bob le Chef qui a un podcast qui était tourné ici. Bob Oui. qui a été ton co-animateur. D'ailleurs, on a parti une série web ensemble qui s'appelle Road Trip Barbecue. Fait que c'est moi puis Bob qui part aux États-Unis, puis on s'en va manger du barbecue, puis qu'on découvre les bonnes places. Hey, c'est dur en esti. C'est Le plate en gars, tabarouette. il passe des ghettos à aller manger du colis de bon barbecue. Oui, puis ce qui est drôle, c'est que quand on est allé, on a parlé à Bob de Camden au New Jersey parce que c'est là qu'ils ont les meilleurs Philly cheesesteak ever. OK. Si tu veux manger un sandwich, C'est pas à Philly. C'est pas à Philly, c'est à Camden, c'est juste l'autre bord du pont. C'est au Donkey, c'est la meilleure place. Puis là, on compte ça à Bob. Là, on calcule, on s'en revient, on est allé en Virginie. Puis là, on dit, c'est un détour, ça va nous rallonger d'à peu près de 4 heures ce qu'on fait. Là, Bob, hey, moi, ça me dérange pas. On est tous d'accord, on va arriver plus tard. Fait qu'on a fait le détour, on est parti, puis on est allé là. Le plus drôle, c'est que la dernière fois que j'y avais été, donc j'y avais retourné par la suite quand on était en voyage, mais ça devait être autour de 2017, la première fois en 2015. J'arrive là-bas, puis là, tu penses que tout va avoir changé, comme si t'étais à Montréal en 2017 puis en 2025. Tu fais crime, ça a donc bien changé. Là-bas, là, c'est comme si c'était un voyage dans le temps. C'était exactement pareil à comme c'était. Puis là, on avait raconté à Bob. Puis là, Bob, quand il arrive là, il dit, c'est exactement ce que vous m'avez dit. Je capotais. Écoute, on arrive, le Donkeys, l'autre bord de la rue. Il y a un cortège. Parce qu'il y a un gars qui est mort. Puis c'est un gars de gang. Fait que là, t'as tous les chars, les gars sortis à moitié du char, en bédaine, le corps sorti de la voiture, qui sont là, puis qui gesticulent en l'air, puis que là, les autres, ils n'ont jamais la route, là. C'est là. Ouais, puis va pas lui demander de se tasser. Non, là. puis on est tous là, puis on atteint. C'est comme, OK. Ouais, on est là. C'est vraiment pareil comme c'était. On est allé manger, on est rentré dans la place. Le gars nous a reconnus, il était content. Il y a ma photo sur le frigidaire. Puis là, C'est bien hot. ouais, c'est vraiment hot. On a mangé des filets de cheesesteak. Puis après ça, on est revenu, puis on a fait caler que c'était bon. Fait que, avec tout ce que t'as véhiculé, le policier, tout ça, c'est. Aujourd'hui, t'es comme. Vis ta best life, là, si on peut dire ça de même. Là, tu considères-tu que t'as-tu accompli ce que tu voulais accomplir et plus, puis le reste qui s'en vient, c'est de l'extra? Sans parler de finances, là, de dire, trouves-tu que t'en as assez fait? Je te dirais pas que j'en ai assez fait, mais est-ce que j'en ai fait plus que je devais? Oui. Puis je considère que il n'y a pas grand-chose de ce que j'ai fait qu'on s'attendait que j'allais faire. Pas le même ou le premier. Puis au final, ben je me dis, OK, je suis capable d'en faire plus. Puis tu sais, je te dirais, l'affaire présentement qui m'allume le plus, c'est de pouvoir passer du temps avec mon garçon. Puis de l'aider, lui, à se réaliser, à se fixer des objectifs, puis à devenir la meilleure version de lui-même. C'est d'avoir la relation avec mon garçon que j'aurais aimé avoir avec mon père. Et ça, c'est vraiment la chose qui me fait le plus plaisir et que j'aime le plus. Au lieu de répéter Exactement. la relation. Tu sais, puis c'est drôle parce que tout le reste n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est cette relation-là. Hugo, t'es un modèle d'inspiration, puis c'est une des raisons pour laquelle je voulais t'avoir sur le podcast. On est allé vraiment des angles différents, malgré qu'on a touché vraiment des sujets qui avec le podcast, c'était la raison aussi pour laquelle je voulais t'avoir. Mais écoute, t'es une personne, c'est la première fois qu'on se rencontrait, qu'on se parlait. Avant de te rencontrer, t'étais une personne pour qui j'avais énormément de respect et mon respect n'a que décuplé avec cette conversation-là. De voir que le gars qu'on voit puis le gars que j'ai en avant de moi, c'est le même. Celui qu'on avait à TV, je savais que t'étais un gars vrai, que t'étais un gars sincère, puis inspirant, puis ton parcours m'inspire, puis j'espère sincèrement qu'il va inspirer du monde, Hugo. Merci. Merci beaucoup. Sincèrement, au plaisir de se recroiser, puis qui sait, peut-être ça va être moins à m'amener à ton show avec grand plaisir. Merci de ta venue. J'espère que vous avez apprécié. Au parloir.